Hi, it's Maddie from After Dark, Myths, Misdeeds, and the Paranormal. On the most terrifying places in America, travel with ghost hunters, psychics, and historians as they uncover the chilling truth behind America's paranormal hotspots. From a haunted hotel in New England to a Texas warship where the dead still walk the decks. It's a podcast that's part cross-country road trip, part ghost tour. Listen to Most Terrifying Places in America wherever you get your podcasts. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice, très relax, avec un bubbly, Catherine. Et comme toujours, je suis avec ma co-animatrice et partner in crime, Audrey. Hello. Comment allez-vous? Ça va? On peut dire qu'on est pas mal pétillante. On est pétillante aux pêches aujourd'hui. Exactement, on commence à être vieille, on peut pas boire trop de café. Non. Non. Faut les juste passer dans le temps pour que notre cœur tienne le coup. Depuis qu'on a failli faire une crise cardiaque au café collectif. Oui! Justement, aujourd'hui, avant qu'on parle de choses terribles du Allo Police, je vais vous présenter, chers auditeurs et auditrices, un café qu'on a ramassé au café collectif! Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, aussi c'est la première fois que vous entendez nos voix sulfureuses dans vos oreilles. Le café collectif, c'était une expo de café qui a eu lieu au Centre des arts technologiques à Montréal il y a de cela un bout de temps. Et c'était une expo de café qui permettait à tous les micro-torréfacteurs, en tout cas aux micro-torréfacteurs que ça leur tentait d'être là, de montrer leurs cafés les plus funky et expérimentaux. Il y en avait plein qui avaient des batchs expérimentales qui étaient faites pour le café collectif. Ouais, beaucoup de co-fermentation. Oui, c'est ça, exactement, de la co-fermentation, puis comme des mix qui ont comme pas mal de bon sens, puis comme nous autres, on a toujours fait tel type de café, mais là, on va aller faire du pink bourbon, par exemple, puis c'était quelque chose qui était beaucoup plus, j'ai l'impression, destiné à des professionnels du milieu qu'à des gens qui apprécient le café. Mais nous, on est quasiment des professionnels. On est direct sur le bord d'avoir notre doctorat honoris causa de microtorréfaction. Exactement. Et nous avons découvert un microtorréfacteur qui était bien sympathique. Tout le monde était sympathique. Tout le monde était vraiment sympathique. Mais on a découvert un microtorréfacteur qui s'appelle Canal. Et chez Canal, on a pu goûter à la série Prestige et à un café qui est... C'est même pas une co-fermentation, ça, là. C'est juste un café normal et funky. C'est un café qui vient de la Colombie et ça s'appelle le Quebraditas. Ouh là là! Le Quebraditas est un café qui a des notes de papaye, de citron Mailleur et des notes florales. C'est un café à torréfaction très pâle qui goûte, pour vrai, comme un Mazagran. C'est vrai. Je trouve ça pas mal écœurant. Moi, je le bois en espresso, je le bois chaud, mais ça goûte comme une version chaude d'un Mazagran. Les notes de citron sont vraiment là. C'est pas quelque chose de facile d'approche. C'est un café un peu farouche. Il est farouche. Il est farouche. Lesbienne farouche. Oui, faut y faire des belles façons pendant un petit bout, puis vraiment bien jouer ses cartes. Lesbienne farouche, c'est une joke de RBO. Oui. C'est pas moi qui fais des affaires. Oui, c'était le surnom qu'il avait attribué à Fabienne Larouche. Oui. Bon, pour l'expliquer. Mais donc, c'est ça, c'est un café qui fait son café farouche. Fait qu'il faut être très gentil, et charmant et charmante et séduisant et séduisante et le flatter dans le sens du poil. Et peut-être qu'il va ouvrir son sachet de café et à nous donner accès à ses perles. Au réveil. Au réveil. C'est la caverne des merveilles dans Aladdin. Qui ose déranger mon repos, disait le tigre. Mais c'est ça. Là, c'est ce qui ose déranger notre repos est le café Quebraditas du micro-torréfacteur Canal. C'est un micro-torréfacteur qui est à Montréal. Puis, c'est ça, nous, on vous recommande ce café qui appartient à la série Prestige. Et à mon avis, puisque c'est un café plus expérimental, je pense pas que ça va être disponible comme
en boutique ou en épicerie. À mon avis, ça serait seulement disponible sur leur site web. Mais on vous conseille donc le micro-torréfacteur Canal. Et si vous n'avez pas accès à ce café Quebraditas de la série Prestige, on vous invite à découvrir tous leurs autres produits, qui sont des cafés micro-torréfiés, vraiment de qualité supérieure. Merci beaucoup, les gens de Canal et le gars qui nous a fait goûter ça. Oui, continuez votre beau travail. Il était vraiment gentil. Continuez votre beau travail. Félicitations, votre bon programme. Yeah. Vos bons cafés. Oui, c'est ça. C'est à toi maintenant. Oui, Parle. Je fais plus ma job d'animation. Maintenant, je bois du bubbly. Non, c'est une blague. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose qui vient du Allopolis, qui est vraiment comme le Allopolis. J'irais même jusqu'à dire que c'est comme le Journal de Montréal de l'ancien temps. Une coche de plus. Ah ouais, ok. C'est comme le Journal de Montréal a eu un enfant avec le Dernière Heure. Ouais, c'est trash. Il y a des photos de cadavres et à côté d'une annonce pour une ligne érotique. Là. C'est comme le Journal de Montréal a eu un enfant avec le Far West. Alors... C'est comme le Journal de Montréal écrit par Patrick Sénécal. Wow, ok. T'as-tu déjà vu des photos, des photos de criminels du Far West qui sont morts? T'es-tu au courant de ça? C'était très précis comme demande. C'était vraiment précis comme demande. Dans le temps, quand ils tuaient des méchants, ouais. Ils épinaient sur une planche, puis ils mettaient debout pour prendre des photos de leurs cadavres, puis ils mettaient ça dans le journal. Puis ils étaient comme Et voilà. Yeah, Billy the Kid est mort! Il est mort! Maintenant, vous savez qu'il est mort! Rip. Mais c'est ça, quand tu me parles de comme des photos de cadavres, moi, ça me ramène ces images-là parce que c'était comme... Dans mes premières incursions dans l'univers du true crime, tu sais, ma mère qui capotait sur les gangsters, freaking Al Capone et John Dillinger et compagnie, mais aussi sur les gangsters du Far West, qui faisaient des hold-up. C'est quand même une impressionnante sélection. Mais Quand même, hein. Ma mère est une femme de culture. Exactement. Shout out, maman. Oui. Mais non, c'est ça, c'est que le Allopolis, il y avait pas de problème à se rendre sur des sites d'accidents ou de meurtres, puis d'être comme, voici cette femme qui s'est fait agresser et étrangler, et puis encore la grosse mort de Santerre, puis t'es comme, ah ben c'est fun. C'est comme le film de Jake Gyllenhaal. Oui, Nightcrawler. Nightcrawler, c'est ça, je me demandais si je me rappelais le titre. Que c'était tellement bon, puis j'aimerais tellement ça le revoir, mais il est sur Paramount Plus. Ouais, je sais qui a Paramount Plus. In this economy, Benoît. on peut juste afford une plateforme, puis ce sera pas Paramount Plus. Fait que, oui, excellent film. Si vous cherchez quelque chose à regarder et que vous avez Paramount Plus pour une raison que j'ignore complètement. Mais oui, alors, dans le fond, pour être bien transparente avec vous, j'ai eu des semaines assez intenses au travail. Je travaillais vraiment beaucoup et j'avais malheureusement pas tant d'énergie à mettre sur le podcast. Pas parce que je vous aime pas pis que j'aime pas ce que je fais, c'est juste que des fois, on choisit où est-ce qu'on met notre énergie et des fois, il y en a juste pas. Fait que, moi, je pense que tu nous aimes pas pis t'aimes pas ce que tu fais. Moi, je suis correcte. Ah! Mais non. Mais c'est ça, puis j'ai trouvé ce cas-là dans les archives du Allopolis, puis vu que c'est un cas dont j'ai absolument jamais entendu parler, puis même j'ai essayé de chercher ailleurs pour d'autres sources que juste le Allopolis, et j'ai absolument rien trouvé. J'ai trouvé comme un article dans un journal de Québec, et c'était tout. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est discuté dans les histoires de justice au Québec. Donc, je me suis dit que c'était intéressant, et que c'était du nouveau. Absolument. Alors... Tu devrais essayer de plus écrire de script puis juste improviser comme moi je fais. Oui. J'ai juste inventé des histoires. Oui, c'est ça. J'invente pas des histoires, c'est une blague. Je fais juste comme, moi, j'écris plus de script. Non, moi, pour ça que je suis extra cocoon. Non, j'aime mieux les avoir, mais c'est correct. Je comprends, c'est sécurisant, mais ça prend moins de temps. Ouais. Mais sources, donc, des articles trouvés dans les archives du Allopolis. C'est tout. Bonjour, la police. Bonjour. Pour les avertissements, il va être question d'un féminicide et du langage peu approprié à nos sensibilités d'aujourd'hui. Parce que, bien entendu, mes sources, c'est le Allopolis. Comme une tarte à la faire louche. Hein? Comme une tarte à la faire louche. Non, ça, tu peux le dire, c'est correct. Personne qui va t'en vouloir. Non, personne ne va m'en vouloir, mais c'est une expression. La parlance. Non, mais c'est de la parlance de l'ancien temps, la tarte à la farlouche. Mais non, c'est vraiment des expressions pas très correctes qui te dit mon Dieu, les journalistes dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils s'imaginaient? Alors, je vais mettre un peu de sable dans ton café. Wesh! Partie 1. Une découverte macabre. Dans une édition du Allopolis datant du 31 mai 1964, un article au titre pas sensationnaliste pour 2 scènes, dans la sablière des passions illicites, le corps nu d'une inconnue.
Dans la sablière des passions illicites! Wow, ça commence bien. Je n'avais pas pensé souvent à cet endroit-là. Dans le centre d'achat des passions illicites. Sur le terrain de pickleball des passions illicites! Dans le country club désaffecté des passions illicites! Je tiens à dire que mon cours de yoga, j'ai un cours de yoga qui se déroule dans la salle du conseil de la ville où je réside. Ah. Et là où on va chercher les petits blocs pour faire du yoga, il y a comme une armoire avec un collant dessus. Puis le collant, ça dit « The Seaway Swingers ». Puis en dessous, il est écrit « Le club de danse sociale de la ville où je réside ». Puis ça me fait rire à toutes les fois que je vois le sticker. Mm-hmm. Y a-tu un ananas à l'envers? Non, c'est comme un cowboy sur un... Sur un ananas à l'envers. C'est les swingers dans tous les sens. Sur un hippocampe. Sur un hippocampe? Ouais, Seaway Swingers. Seaway. Comme l'océan. Ouais, mais genre, pourquoi tu swings dans l'océan? C'est pas... Parfait. Okay. Le sway of the C'est comme ocean. Swing Kids, mais une autre version. Fait que dans la sablière des... Swing pas camp. Dans la sablière des passions illicites, le corps nu d'une inconnue relate la découverte macabre faite par un camionneur au mois de mars de la même année. Attends, ça c'est le titre? Oui. Non, c'est le titre, ça finissait après inconnu. C'est comme ça! Ils ont besoin d'un cours, là, pour écrire un titre de in, là! Ok, pardon. Alors je me tais. Simon Bélanger, un employé de la sablière Albert Haynes Limited de Sainte-Thérèse de Beauport, se dégourdissait les jambes en attendant que la chargeuse mécanique soit prête à remplir son camion. C'est à ce moment qu'il a aperçu une forme blanche qui dépassait du sable. En se rapprochant, il constate qu'il semble s'agir d'une épaule. En remuant le sable, il découvre le corps entier, nu, d'une femme. Il s'empresse de faire part de sa découverte à son patron, Albert Haynes, le propriétaire de la sablière. À son tour, Haynes fait prévenir le médecin du village, le docteur Raymond Côté, et le coroner du district. Moins d'une heure plus tard, le corps était transporté à la morgue de Québec. L'affaire a tôt fait d'attirer l'attention des médias. En entrevue avec le Allopolis, Albert Haynes affirme avoir du mal à chasser les buveux et les traîneux qui passent la nuit sur sa propriété. Là, je le cite, « Il faudrait 10 gardiens armés qui passeraient la nuit là pour empêcher les jeunesses de se livrer à leur sport favori. » Puis là, moi, j'écris « Le pickleball. » Le poon. Le poon. Le badminton. Compétition internationale de poon. Dans la sablière. Endroit... Mais les buveux et les flâneux... Les buveux et les traîneux. Et les traîneux, excusez. Au début, je pensais qu'il parlait de personnes en situation d'itinérance, puis j'étais comme... OK. Je pense que personne veut se tenir dans une sablière. Il me semble que c'est un peu space comme endroit pour pooner. Mais c'est-tu comme une sablière? C'est-tu comme les places où ils font du béton? Je comprends pas. C'est une carrière avec du sable partout, c'est là? une carrière avec des pits de sable partout, là. À part faire du motocross là-dedans, pourquoi tu tiendrais là, effectivement? Parce qu'apparemment, c'était it was the place to be, comme dans le sketch avec Stéphane. Oui. It's got everything. It's got everything. It's got sand. Hein? It's got the babies. It's got motocross. It's got motocross. It's got a naked body. C'est l'inspecteur Jean-Marc Bouchard qui est chargé de l'enquête avec le caporal Gaston Côté. Toute ta famille était là. Raymond Côté et Gaston Côté. Toute ta famille était là. C'est à Sainte-Thérèse de quoi? De Beauport? Ouais. Aucune idée. Mais de Québec. Ah, ben ça, c'est une autre branche. Parce que ma famille venait de Québec en 1634. Ça fait un bout. Ça fait un bout. Pas plus nous autres. Ils se sont établis ailleurs. Mais c'est-tu moi où tout le monde a comme un nom bien trop contemporain? C'est comme le cycle des noms. C'est Simon Bélanger. Ouais. Jean-Marc. 1964. Jean-Marc. Ben oui. OK. C'est ça. J'aime ça les noms. Vous savez que j'aime ça les noms. Raymond puis Gaston, ça va un petit peu mieux. Ouais. Selon le rapport du coroner, la victime a eu la partie frontale du crâne défoncée et brisée au niveau de l'œil. Ah! Un coup qui lui aurait été asséné avec force à l'aide d'un objet contondant. Selon les estimations de l'expert, elle aurait environ 20 ans, mesurait 4 pieds 10 et pesait 115 livres. 4 pieds 10? Ouais, mais dans le temps, les gens étaient Elle pas est toute aussi grands. petite! C'est une petite mademoiselle. Comme Myriam! Oui. Oh non! Ah, comme ton amie. Comme mon amie! Oh, mais c'est... Elle a juste 20 ans? Oui. Est-ce qu'elle a été tuée là?
Ben, c'est pour ça qu'on fait une histoire de true crime dans Ah, le ok, excusez. Ben, j'essaie de... Moi, c'est comme... Tu fais des histoires de true crime, là. Moi, je me sens Oui. comme dans un roman d'Agatha Christie, puis j'essaie de déterminer qui est le coupable. Le sable. Est-ce que le cadavre a été déplacé? On va tout en parler. Enquêteur côté. Enquêteur Boutin. On va tout en parler. Agent Boutin, répondez-moi. Oui. On n'arrive toutefois pas à identifier le corps en raison de l'état de décomposition avancé du visage qui avait été enterré sous le sable pendant près de 3 mois. Oh mon Dieu! Ouais, le corps avait été là longtemps avant qu'on le trouve. Ok, fait que s'il a été déplacé après la mort, c'est plus bien important à ce stade-là. Ça serait dur à savoir. Bon, ben là, c'est ça. Je pose pas une bonne question. Le 22 mai, un nouvel élément s'ajoute à l'enquête lorsqu'un enfant découvre, dans un fossé sur le bord de la route, un paquet de linge appartenant vraisemblablement à une femme. La découverte a lieu à mi-chemin entre Sainte-Thérèse et Charlesbourg, à environ 3 km de la Sablière, où le corps de l'inconnu a été retrouvé. Parmi les vêtements retrouvés, on compte une jupe blanche déchirée, une blouse à motifs blanc et vert, des chaussures blanches, des bas de nylon et un coupe-vent rouge. Se prenant pour le Fashion Police, Allo Police commente ainsi la découverte. La pauvre qualité de ses effets vestimentaires nous permet de croire que la victime devait être d'une condition plutôt modeste. Manger à chenoute. Ew, ça venait du Shein. Ew. Ew! Ben, je trouvais que ça avait l'air d'un beau mix de couleurs, là, le blanc, blanc-vert avec le côte rouge, là. C'est un petit kit, là. Dans ma tête, c'est cute. C'est les années 60, là, j'imaginais Ouais. comme un kit de go-go dancer, là. C'est une jupe vraiment très courte, genre blouson d'aviateur. Non, je pense qu'elle était assez modeste. Ah, excusez. Dans ses pages, le Allo Police émet des théories. D'abord, on déduit que celui ou ceux qui sont derrière l'affaire ont pris soin de dévêtir leur victime pour lui retirer toute marque d'identification. Par contre, l'ivresse ou la panique auraient effacé la prudence de leurs gestes et auraient forcé le ou les meurtriers à se débarrasser des vêtements en les jetant dans un fossé à la vue de tous. Ce qui est comme des déductions qu'on est tous capables de faire, Allo Police. Ensuite, le Allo Police estime que quiconque est responsable de la mort de la jeune femme connaissait bien le coin et l'emplacement de la Sablière. Pour s'y rendre, il fallait emprunter un petit chemin difficile à voir à partir de la route. Il s'agissait d'un chemin réservé aux camions qui montaient en lacet jusqu'au sommet d'un monticule boisé. C'est un endroit isolé et désert la nuit, sauf pour les traîneux et les buveux. Ben, c'est ça, c'est qui les traîneurs et les buveux dans ce cas-là? Je pense que c'est juste les jeunes de la région qui savaient c'était où. Pauvre fille! Pendant 3 mois de temps, je trouve ça épouvantable. Pendant 3 mois de temps, elle était là, puis il y avait peut-être des buveux et des traîneux qui faisaient le party direct à côté. Il y a du monde qui travaillait là. Ils l'ont jamais vu. Mais ça a C'est l'air vraiment assez épouvantable. vaste de la description qu'ils en Oui, font. mais non, ça doit, mais je trouve ça vraiment triste, je trouve ça vraiment... Non, ben attends les détails, là. Ok. Ça va pas aller en s'améliorant. Par contre, le propriétaire de la Sablière, M. Haynes, mentionne aux journalistes que, malgré une grosse chaîne qui barre l'accès, des buveux de bière et d'alcool, des amoureux de toutes sortes s'y rendent régulièrement le soir et y demeurent jusqu'au petit matin. Parfois, on s'y bat. Mais c'est ça, je trouve ça... Je sais pas. Ben, c'est peut-être une activité très normale de l'époque, puis je suis pas dans l'époque, mais comme... De boire Mais et de se battre. Non, dans une carrière de sable. Oui. Ben, Tu sais, d'accord, oh, c'est une petite trottineuse qui va jusqu'au top de la montagne. Pourquoi ils vont pas faire ça dans le bois à la place? C'est bien plus le fun d'aller dans le bois, non? Il y a des marmottes. il y avait peut-être des places pour s'asseoir. Il y a des ratons. Je sais pas, j'étais pas un jeune qui s'ennuie dans les années 60. Il y a des chevreuils. Selon M. Haynes, Des écureuils. Selon M. Haynes, il devait régulièrement appeler la police pour chasser des intrus. Finalement, le Allo Police croit que le corps a été déposé dans la sablière plutôt que lancé dans la sablière, puisqu'il ne comportait aucune marque d'impact. Le corps ne porte également aucune trace de lutte, des égratignures ou des ecchymoses. Excuse-moi, ça fait 3 mois qu'il est là? Ouais. Mais on le saurait même plus. Je pense qu'on peut plus déduire grand-chose. Je dis ça en ma capacité de personne qui a regardé des photos de corps en putréfaction pour écrire mes romans policiers. 3 mois, c'est... Ben, il est foiré par du sable, en plus, là. C'est C'est lourd, du sable. Je pense pas que tu verrais s'il y avait un bleu à l'origine, là. Non, c'est pas mal fini. Partie 2, elle s'appelait Monique. Oh. Pour tenter d'identifier le corps, la liste des femmes disparues depuis le mois de février dans la région de Québec est passée au peigne fin par les autorités.
Les policiers de Sainte-Thérèse disposent toutefois d'une piste qui leur a été donnée par une source anonyme qui les a appelés à 2 reprises au mois de mars pour les inciter à aller fouiller les pits de sable de la région de Québec, car le corps d'une femme s'y trouverait. Les policiers n'avaient toutefois pas donné suite à la demande parce que la région comportait plus d'une centaine de pits de sable et qu'ils étaient difficiles d'accès lorsque le sol n'était pas tout à fait dégelé. Puis ça leur tentait pas. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Si elle a disparu en février, il y avait de la neige sur le sable. Ils pouvaient pas la mettre sous le sable. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il aurait fallu qu'ils creusent pour la mettre sous le sable. Mais ça, c'était les estimations qu'ils ont faites parce qu'on va apprendre que finalement, c'était peut-être pas 3 mois. Ah, bon! C'est de la mésinformation, ton affaire. Non, c'est le coroner qui s'est trompé. C'est de la mésinformation, son affaire. Le coroner côté. Pour citer le Allopolis, l'informateur anonyme sait quelque chose. Il a participé au coup ou il en a eu connaissance ou quelqu'un lui en a parlé. De toute façon, il est inquiet et timoré par le remords. Va-t-il téléphoner de nouveau à la sûreté provinciale? Le temps seul nous le dira. Pour le moment, la victime est dans les glacières de la morgue. Oui. Ouais. Mon Dieu que j'aurais aimé ça être journaliste pour Allopolis, sérieux. La sablière de Sainte-Thérèse a rendu son mystère. La police, le hasard et le remords feront le reste. Ta grosse écriture. C'est de la très grosse écriture. J'essaie encore de déterminer qui a pu faire ça. Là, dans ma tête, je suis rendue à des policiers tout croche. Est-ce que c'est des ripoux qui ont fait ça? Pas des ripoux. C'est peut-être des ripoux qui t'ont appelé pour s'occuper des traîneurs. Puis là, ils s'en sont occupés d'une traîneuse. Les maudits ripoux. Oh, Ouais. pauvre Monique. Mais ça faisait 3 mois qu'elle était là. Parle-moi de Monique. Ben, on va y arriver, là. T'es sûr qu'elle avait pas une petite jupe de go-go dancer? Selon moi, non. Ah, ok. Après que plusieurs familles de la région de Québec se soient rendues à la morgue pour tenter d'identifier le corps, l'identité de la victime est enfin révélée aux médias. Il s'agirait de Monique Charland, dont les parents n'avaient plus de nouvelles depuis le 20 avril. Ah! Le Allopolis décrit en ces termes les parents de Monique. Les parents de Monique sont pauvres, très pauvres même. Le père ne travaille pas et il habite avec sa femme et une autre fille un espèce de réduit misérable au fond d'une cour. Les 3 uniques pièces du logis reçoivent si peu de lumière qu'il faut garder les ampoules allumées durant le jour pour y voir clair. Ben, je sais pas. Moi, j'allume les lumières chez nous, même quand c'est la journée. Mais moi, c'est... Bonjour les journalistes. Mais on s'en sac qu'elle était pauvre. Le père ne travaille pas. Non. D'accord, il n'y avait pas de jugement de valeur là-dedans. Mais là, tu sais, si le père ne travaille pas pis qu'ils sont si pauvres que ça, comment ils font pour payer l'électricité pis garder les ampoules allumées toute la journée, maudit Allopolis? Hein? Moi, je veux redonner ces lettres de noblesse à cette chère famille de Monique. En plus d'en apprendre plus sur les choix de décoration des parents de la victime, on en apprend plus sur sa vie. Né le 19 mars 1944 à Saint-Gérard-Magella, une région administrative de Sorel en Montérégie ou à l'Assomption, il y a 2 Saint-Gérard de Magella. What? Oui. Mon Dieu, c'est spécifique comme nom quand même. Saint-Gérard, on l'aime, on le stan. Oui. Le père de Monique travaillait très peu et abusait de la boisson. Oh non! Pour cette raison, à ses 14 ans, Monique est placée à l'Institut Saint-Joseph, un orphelinat de Lévis. Elle y demeure jusqu'en 1962, lorsqu'elle atteint ses 18 ans. Plutôt que de retourner auprès de sa famille, elle préfère travailler pour gagner sa vie. Elle est en contact avec ses parents, mais refuse de leur révéler où elle travaille ou où elle demeure. De toute façon, Monique Charland a été élevée pauvrement. Elle a vécu longtemps chez les Sœurs Grises à l'orphelinat Saint-Joseph. Puis, elle a travaillé comme aide à l'Hôpital général de Québec et, enfin, dans des familles privées en qualité de bonne. Monique fut une petite fille sans chance, qui ne possédait même pas un bon lit. OK. Merci, la Allopolis, de me laisser savoir qu'elle dormait sur un divan. Ben, je veux dire, ma grand-mère était bonne, puis elle avait une chambre qui était beaucoup plus belle que le logement qu'elle a eu quand elle était plus vieille, parce que, tu sais, quand t'es une bonne, souvent, tu travailles dans une maison riche. Fait que si tu vis là-bas, tu vas être bien logé. Tu vas avoir une jolie chambre Ikea. Oui. Non. C'est vraiment une belle maison. C'est une belle maison parce que ma grand-mère a fait le ménage. C'est vraiment magnifique. Je vais te montrer ça tantôt. Mais non, moi, en tout cas, je trouve qu'ils sont pas très gentils à l'égard de Monique. Puis je trouve ça vraiment fascinant, l'idée que tu peux mettre tes enfants à l'orphelinat quand ils ont 14 ans. Ouais, moi aussi, sans que tu sois mort, genre. What?
Mais il y avait pas d'argent pour s'en occuper, Ben, ou... c'est ça, ouais. Il n'y avait pas d'argent pour s'en occuper, fait que j'imagine que tu pouvais juste Comme dans nos étés. t'en débarrasser. Ouais, j'ai veux plus. D'accord. Comme quand t'es tanné de t'occuper Est-ce qu'elle d'un avait des chien. frères et sœurs? Non. Oui, elle avait une sœur. Ben, c'est même pas une famille de 42, là, je veux dire. Non, mais écoute, moi je relate ce que j'ai lu dans le Allopolis. Non, je sais, je discute des circonstances de vie de la pauvre Monique. Mais non, elle avait une petite sœur. Mais non, c'est ça, ils l'ont placée quand elle avait 14 ans. J'imagine parce qu'il y avait juste plus d'argent, puis... Ouais. Au coroner, la mère de Monique dit reconnaître les dents croches de sa fille, ainsi qu'une petite cicatrice qu'elle avait au pied gauche après avoir accidentellement reçu un coup de hache quand elle était petite. Il aimait pas ça, parler respectueusement des victimes, eux autres. Ouais, quand les gens sont comme « Pourquoi les femmes font du true crime? » Je suis comme « Parce que c'est de même qu'on parlait des gens morts avant. » Ah, je la reconnaissais à ses dents croches. Ah, les dents croches, elle est vraiment laide! Check ça, son nez croche pis ses dents croches! Non, moi, je pense Son qu'elle... mono-sourcil! Parce qu'elle avait une petite jupe de go-go dancer puis un blouson d'aviateur, OK? Ça reste ça, mon image mentale. Puis moi, je pense que ses souliers blancs, c'était comme des bottes à plateforme. Des go-go là. boots! Des go-go boots blanches, voilà. Ça allait avec sa petite blouse fleurie, là. Ouais. Mhm. C'était une petite blouse en crochet, là, avec juste une petite attache dans le milieu. Oh, c'est cute, ça. Oh. Puis, la mère de Monique s'effondre, ce que le Allopolis relate en ces termes plus Oui. que respectueux. Ben oui, bien sûr. Les parents de la victime ne dorment plus, ne mangent plus. Leur vie n'est plus qu'un drame, une sorte de drame italien incroyable comme on en voit à la télé. C'est comme l'affaire de François Pérusse, là. Vous avez plus rien, vous valez plus rien, votre vie est une fausse à plus rien, là. Oui! Oui, non! Pleurer plus proche du micro, là. Ben, c'est ça. Wow, OK. Ah non, j'étais outrée pour cette pauvre femme dans les années 60. Qui a perdu sa fille. Qui venait de perdre sa fille, pis là, t'as le journaliste qui est comme « Oh, elle pleure comme les actrices dans les soupes! » Tu pleures pas, toi, monsieur? Non, moi, je bois du scotch et je fume des cigares. Ma femme m'a laissé. Avec tous les ripoux. Ma femme m'a laissé, c'est ça. Ma femme m'a laissé. Et ma maîtresse aussi. Ma femme et ma maîtresse sont parties ensemble. J'ai juste fumé un paquet de cigares et je suis correcte. Ça va bien, j'ai pas pris ma douche depuis 2 semaines. J'ai pas pris ma douche depuis 2 semaines et j'ai mangé mes céréales avec du scotch. Ça va bien. T'es écœurant, les Frosted Flakes au scotch, c'est si bon. Je vous le recommande. Ah. En plus d'identifier leur fille, Pauvre Madame et Monsieur Charland croient être en mesure d'identifier son meurtrier, Roger Demers, l'homme qu'elle fréquentait depuis sa sortie de l'orphelinat. Oh. Partie Ah 3. oui, ok. Genre, depuis qu'elle avait 14 ans? Non, ça, c'est quand elle est rentrée dans l'orphelinat. Sortie. 18 ans. Ben, remarque que dans ce temps-là, le monde avant, il Ben, le a monde... 14 ans, il en a 61. Elvis. Elvis avait 25 ans. Ça se peut-tu? Quand il s'est marié avec sa femme qui en avait 14, là. Je me rappelle pas, puis... Mais je sais que, oui, Priscilla en avait 14, Ouais. mais je sais pas pour Elvis. Elvis. Partie 3. Un trou de tête nommé Roger. Le 18 avril 1964, Monique Charland rend visite à ses parents en compagnie de Roger Demers. C'est à ce moment qu'elle révèle à son père que lors d'une dispute quelques jours plus tôt, Roger l'aurait lancé en bas de la voiture pendant qu'il roulait. Mais voyons, tabarnak! L'homme proteste, rétorque que c'est plutôt Monique qui s'est elle-même jetée en bas de la voiture. Ben oui, c'est ça. Ben oui, absolument, ça m'arrive à tous les jours. De me pitcher en bas d'une voiture qui bouge. Oui, à toutes les fois que mon chum pis moi on a une conversation, ça finit par moi qui se lance en bas de l'auto. C'est pour ça, justement. Pour ça qu'on peut plus te laisser conduire, Audrey. Pour ça que t'avais perdu ton permis. J'avais pas perdu mon permis, j'avais pas renouvelé. C'était une blague, je fais de la mésinformation, moi aussi. Le ton monte et les parents de Monique finissent par appeler la police afin de les séparer. 2 jours plus tard, soit le 20 avril, Monique téléphone 2 fois à ses parents pour leur annoncer qu'elle compte quitter son emploi comme bonne dans une famille du quartier Siri pour travailler pour une famille à Deschambault, près de Québec. Elle révèle également à ses parents que Roger a perdu son emploi après avoir eu un accident de voiture avec un véhicule qui lui avait été prêté par son employeur. C'est la dernière fois qu'ils ont eu des nouvelles de leur fille. Oh non. C'était étrange comme affaire à dire à tes parents. Ouais, Roger était sous, il a craché l'auto à son boss. Ah, c'est littéralement ça? Bon. Mais c'est On quoi peut qu'il deviner c'est que quoi c'est qu'il faisait comme job? On le il sait-tu?
Je vais te le dire. Il est écrit dans mon texte, je sais. Et c'est très particulier comme job. OK, parce que Ça n'existe plus. j'étais comme, il est-tu camionneur? Parce que si t'es camionneur, t'as un accident, je comprends qu'ils vont Non, mais il mettre à était porte. vendeur porte-à-porte. Puis je me rappelle... Hey, ça, c'est quelque chose dans les vendeurs Ouais. porte-à-porte, tabarnouche. La sœur cadette de Monique, elle, a rencontré Monique dans un terminus d'autobus de Québec le 20 avril au soir. Monique lui aurait alors confié son intention de partir et de ne revenir qu'une fois qu'elle serait en âge. En âge de quoi? Elle avait déjà 20 ans? 22 ans? Elle avait 19 ans Elle avait 19! au moment de sa disparition. Ah! Fait que je sais pas ce que ça veut dire en âge ou comme quand elle allait être mariée. Je sais pas si c'est une expression de l'époque. Quand elle allait avoir 25 ans puis qu'elle allait être vieille fille? Ouais, je sais pas. Elle a dit quand elle allait être en âge. Toujours selon le témoignage des parents de Monique, quelques jours après l'annonce dans les journaux de la découverte du cadavre d'une jeune femme dans une sablière, Roger Demers, un homme marié et père de 5 enfants, What? que Monique fréquentait... Oui. Calvance, Roger! Se serait rendu à leur domicile pour demander à récupérer des items qu'il avait offerts à leur fille. Il était marié, il avait 5 enfants! Oui, puis il y avait des maisons. Tabarnak! Et il justifie sa requête en déclarant aux parents de Monique qu'elle l'avait quitté avec l'intention d'en épouser un autre. Les choses étant terminées Ben avec entre eux- raison, là, t'es déjà... Oui, c'est c'est parce comme- que ça existe pas, la polygamie, là. Ouais, monsieur. C'est pas légal, ça, ici. Les choses étant terminées entre eux, il voulait récupérer ce qu'il considérait lui appartenir. Soupçonneux, le père de Monique s'est rendu au service social raconter la scène qui venait de se dérouler. C'est là qu'on lui a recommandé de se rendre à la police. C'est quoi le service social? Je sais pas si c'est ce que ça disait dans le texte. Je sais pas si c'est un espèce de entre-deux entre la police puis voyons, la population générale. J'ai essayé de faire une recherche puis ça m'a rien donné. Ah, bon. Fait que je sais pas ce que c'est. S'il y a des gens qui ça leur dit quelque chose, gênez-vous pas pour nous écrire. Si les policiers croient M. Charland, ils n'ont toutefois pas de preuves pour arrêter l'ex de Monique, autre que le rapport de police qui avait été produit quand les policiers avaient dû se rendre au domicile de Charland quand Roger Demers battait Monique devant ses parents, après qu'elle aurait dit qu'il l'avait poussée en bas d'un char. Mais là, quand... Excuse-moi, là. Je peux pas revenir sur mon affaire de ripoux, là. Mais les ripoux sous-morts que leur femme les a quittés puis leur maîtresse puis toute cette gang-là, là. Oui. Quand les parents de Monique sont allés les voir pis ont dit « On n'a plus de nouvelles de notre fille, on s'inquiète. » Là, eux autres, dans leur petite municipalité, là, il y avait peut-être genre 2 case files. Ouais. Puis là, ils ont pas regardé dans les 2 case files s'il y avait déjà quelque chose sur Monique, ce qui leur aurait permis de découvrir que, oui, elle sortait avec un homme marié qui l'a battu devant ses parents, fait qu'on pourrait peut-être aller voir l'homme marié pour savoir ce qu'il faisait ce soir-là, genre. Ben, dans le fond, c'est que, là, j'y arrive. OK. Un mandat d'arrestation avait déjà été émis contre Roger Demers. Ah bon. Celui-là pour l'agression sexuelle d'une femme qui souffrait d'une déficience intellectuelle. Ah, sacrement! En passant, c'est moi qui utilise ces mots-là. Je vous laisse deviner que c'était pas les mots dans le Allo Police. Tu sais, il y a du monde qui ont rien pour eux, dans le sens qu'ils ont pas de qualité qui permettent de racheter leurs défauts. Aïe aïe! Je parle de Roger, là, je parle pas de la personne avec Non, des... c'était définitivement Roger. Suite à son arrestation, Demers est incarcéré au pénitencier Saint-Vincent de Paul. Bien sûr. Sur place, il demande à parler avec un officier de police car il souhaite se libérer la conscience d'une autre affaire. C'est le sergent Adrien Boisvert qui se rend sur place afin de prendre sa déposition. Ça convient-tu plus, ça, Adrien Boisvert? Ah, c'est un beau nom, ça, je voulais pas le dire. C'est comme... Yeah. Attends, moi, je vais googler Roger Demers, vas-y. Roger Demers entame donc son récit. Il aurait fait la rencontre de Monique en 1963 quand elle avait 19 ans et lui 31. Il était alors déjà marié et père de 5 enfants, mais selon lui, Monique avait tout de même accepté de vivre avec lui et ils ont eu un enfant ensemble. Je trouve ça un peu étrange comme « Oh, je t'ai mariée, j'avais 5 enfants, mais elle a quand même accepté de vivre avec moi, c'est très correct. » Parce que c'est pas le parti fautif ici. Là. Puis ils ont eu un enfant ensemble? Ouais! Ce qui est arrivé à cet enfant? Il était à l'orphelinat, lui, avec? J'ai l'impression qu'ils l'ont envoyé à l'orphelinat, comme...
Avec ce qui s'est passé, puis le fait que l'enfant est comme pu mentionner, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas gardé avec eux. Ok, cool. Fait que lui, il avait à ce moment-là 34 ans. Puis elle en avait... Non, lui, il en avait 31 quand il l'a rencontré, puis elle 19. Fait que quand elle a disparu, il en avait 32, puis elle 20. Je suis pas un fan de ce age gap. Non, moi non plus, je suis pas fan, pas en tout. C'est toutefois le 20 avril 1964 que Demers aurait compris que Monique risquait de causer des problèmes avec sa femme. Ce matin-là, le téléphone sonne et c'est sa femme qui répond. À l'autre bout du fil, il n'y a supposément personne, mais Demers se doute bien qu'il s'agit de Monique. Plus tard, Roger se rend à la taverne pour téléphoner à Monique qui travaillait chez la famille Thériault. Quand elle allait au restaurant pour utiliser le téléphone. Ben, c'est en 1964, il y avait peut-être pas le téléphone chez eux. Ben oui, ils ont appelé chez eux, puis c'est sa femme qui Ah a oui, répondu. excuse-moi. Mais c'est probablement parce qu'ils voulaient pas qu'elle l'entende. Aussi. Mais non, il y a des gens qui avaient probablement pas le téléphone chez eux encore, mais comme Ben aussi. lui, il a clairement été là pour que sa femme ne l'entende pas parler avec sa maîtresse. Ah ouais, non, peut-être pas. Mais c'est ça, il disait, je me suis rendu compte que Monique pourrait causer des problèmes auprès de ma femme. Moi, je pense que c'est son pénis qui cause des problèmes auprès de sa femme. Moi, je pense que c'est ton incapacité à garder des pantalons, mon cher. Roger, mon Mais cher. c'est pas de sa faute, il était trop grand! Ah, Il avait compris l'art du size-up. C'est tellement flatteur, et aussi Oui. les pantalons hauts. C'est comme un oversize. J'aime vraiment ça. J'ai perdu ma ceinture. Non, il n'y avait pas de ceinture, j'ai perdu mes bretelles. J'étais perdue dans le pétassable à côté Il y du avait cadavre de ma les ceintures maîtresse. aussi. Ah. Oh non, Oh les non. ceintures existaient aussi, mais les bretelles, ça fait l'époque. Ah, 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 ah. Plus tard, Roger se rend à la taverne pour téléphoner à Monique, Ben qui oui, bien travaillait chez la famille Thériault dans le quartier Série à Québec. Monique lui demande de venir la voir, qu'elle a besoin de lui parler. Roger Demers va rejoindre Monique chez les Thériault aux alentours de 11h30. Ils auraient alors parlé avant d'avoir des relations. J'aime qu'il a dit ça à la police. Chérie, je pense que notre bonne est en train d'avoir du poon dans la chambre d'invité. Je veux rien dire, là, mais ça sonne de même. Je sais pas si ça fait partie de sa description de tâche. Tu dois de faire ça. Je pense que c'est dans la chambre des enfants, en fait. Oh non! Oh non! Oh non, nos petits Adélard Junior. Puis... Oh, Adélard! Hervé Adélard et Gilles. Gracien! Et Gracien! Oh non, les jumeaux! Monique lui aurait alors confié qu'elle ne voulait plus travailler, qu'elle voulait vivre avec lui à temps plein. Oui. C'est alors que M. Thériault serait arrivé à l'improviste et y aurait surpris Monique dans la cuisine en compagnie de son amant. Ah, elle est en train de fourrer Non, avec je pensais son qu'il amant avait- dans la non, cuisine. Je pense qu'il avait fini. Ah, ok. Il était parti se restaurer après avoir eu de l'activité physique. Ah, d'accord. Un petit verre de 7-Up. Pour se refaire des forces. Furieux, le patron de Monique chasse Roger et fustige sa bonne, lui rappelant qu'il lui a interdit d'avoir des visiteurs. J'étais un peu de son bord par rapport à ça. Je sais pas pourquoi ça me weird out à ce point-là, là, mais je trouve que c'est comme un gros invasion of privacy. Ben, non, mais c'est la nuit, non? Il est Non, pas... c'est le jour. Ah, je pensais 11h30 de l'après-midi. Ah, excuse-moi, je pensais qu'il était 11h30 la nuit. Non, c'était pendant Mais je veux dire, dans tous les cas, je sais pas. Je Elle trouve- s'occupait des enfants pendant que les parents étaient au travail. Ah, pardon. Puis madame, je sais pas, elle était partie prendre le thé chez la voisine, je pense pas qu'elle travaillait. C'est juste à cause de... C'est juste parce que t'as dit que Roger était allé à la taverne. Dans ma tête, tu vas pas à la taverne à 8h le matin pour un téléphone, là. Tu vas à la taverne le soir et... Non, il est allé se servir du téléphone. Puis, le connaissant, il a sûrement bu 2-3 bières. Peut-être. En quittant les lieux, Roger aurait annoncé à Monique qu'il la rappellerait aux alentours de 13h. Lors de cet appel, il lui demande d'aller Il lui demande d'aller le rejoindre à la gare Saint-Roch. Mhm. Roger aurait alors emprunté le véhicule d'un ami pour rejoindre Monique à leur lieu de rendez-vous, aux alentours de 16h. Monique l'y attendait avec 2 valises, une rouge et une grise. Roger aurait toutefois forcé la jeune femme à laisser ses valises dans un casier à la gare. Une fois les valises déposées, le couple se serait d'abord rendu à une épicerie afin d'acheter une caisse de 24, puis se serait promené en voiture dans la région. Tu sais, dans le temps, tu peux boire en conduisant. Oh, tout ça... C'est de la romance! Tout ça m'écoeure. Est-ce qu'il... C'est quoi qui conduisait? Est-ce que c'était comme un tout petit pick-up? Ben, en fait, l'existence même de la voiture va éventuellement être contestée.
On s'en parle. Mais comment il a fait pour transporter son corps là-bas en skidoo? On s'en parle. En ski de fond. En 4 roues! En ski de fond en mars. En raquette! Non, on est à fin avril! Ah, c'était ça, les sports dans la sablière du ski de fond. Voilà! Ski de fond! Je viens d'inventer un sport. Non, ça existe déjà, le ski de sable, c'est vrai. Le ski de sable? Oui, ben le surf de sable qu'il appelle. Ok. Là, en tout cas. Oh boy! White people. On a le surf flexible en tabarnouche. C'est quand il se trouvait dans la région de Sainte-Thérèse que Monique aurait annoncé à Roger qu'elle voulait qu'il loue un appartement afin d'y vivre ensemble. Ben, il avait déjà dit. Ouais, je veux qu'on vive ensemble. C'est quoi qui est surprenant là-dedans? Ah, c'est parce que les 3, 4, 5 autres fois qu'il avait dit avant, il l'écoutait pas. C'est ça. Ok. Il était trop occupé à se trouver beau. Doi. Il était-tu beau? T'as-tu vu les photos? Oui, oui. Ben, c'est un monsieur des années 60, là. Attends, je vais te Il ressemble à qui? un monsieur. Fais-moi comme quand je faisais. Je sais Ok. pas, c'est mon affaire de l'astronaute aux couches, là, que je faisais imagine- des descriptions des gens. Salvador Dali, Ça commence bien. mais monsieur pauvre québécois des années 60. Ah oui, Tiens. c'est lui? Ah non, c'est pas lui partout. C'est lui. Ben, il est pas laid. Non, c'est pour ça qu'il pullait. Ok. Roger, donc Monique lui a demandé qu'ils se louent un appartement ensemble. Roger aurait refusé, répliquant qu'il n'avait pas les fonds nécessaires. Moi, Il a- je connais 6 autres raisons. Vite de même, il y en a 6. Vite de même, il me semble qu'il y en avait 5 plus une raison très importante de pas louer un appartement, Roger, mais c'est correct. Si c'est les fonds qui te préoccupent, fuck you. Il aurait alors proposé à Monique de la déposer chez sa tante à Beaumont, offre qu'elle aurait refusée, objectant qu'elle voulait rester avec lui. À nouveau, Roger refuse. Il est marié et il tient à sa vie avec sa femme. Monique aurait alors demandé à Roger de passer la nuit ensemble, et encore une fois, il rejette l'offre. Selon le prisonnier, ce nouveau refus aurait été la goutte qui a fait déborder le vase pour Monique, qui l'aurait alors frappé au visage avec une bouteille de bière vide et son dentier se serait brisé à l'impact. Selon Roger, il se serait contenté de rire, mais Monique était en colère et exigeait qu'il arrête la voiture et la laisse descendre. Il aurait alors bifurqué vers l'accotement, mais Monique avait déjà ouvert la portière et se serait jetée en bas du véhicule qui roulait alors à environ 30 km/h. Attends, ça fait 2 fois, selon ses dires à lui, qu'elle se pitche en bas d'une auto Oui. pendant qu'il conduit? Tout le temps! Tout le temps! C'est moi ou il est plein de marde? C'est à cause de elle qu'il a fallu qu'il invente les child locks. Je te dis, là, je fais juste conduire avec ma maîtresse. Mais moi, c'est qui arrête pas l'affaire de se garocher en bas du char. J'aurais vraiment envie de passer ça à Mythbusters, là, parce que je suis pas sûre qu'après avoir reçu un coup de bouteille de bière vide d'en face, t'es capable de continuer à conduire ton char. Tu sais, Ouais, de puis pas juste arrêter... rire. De pas arrêter de conduire ton char pendant que ça se passe, pas prendre le fossé quand t'as bu probablement toute une 24. Puis que comme... Je doute de un sa monsieur? version des faits. Pis t'es un monsieur des années 60 qui a comme l'air d'avoir une réputation de batteur de femmes. Pas sûr que tu ris si une madame t'en calisse ça en pleine face. Ouais. Non, monsieur. Ben, jusqu'à date, il y a un CV pas mal complet de trous de cul. Exact. C'est pour ça que j'ai dit un trou de pète nommé Roger. Voilà. S'apercevant que Monique n'était plus là... Il est encore en train de rouler! Oui, il roule encore. Ah! Ah, et puis là... S'apercevant que Monique avait disparu, Whoop! Roger aurait immobilisé le véhicule et reculé pour tenter de la retrouver. Non, il n'est pas passé dessus, inquiétez-vous pas. Il aurait alors retrouvé Monique étendue dans le gravier au bord de la route. Il savait pas que ça existait faire un U-turn? Non, je voulais reculer d'un coup que je pourrais comme la repogner comme il faut. Oh, tabarnak, Roger! Mais non. Il aurait alors retrouvé Monique étendue dans le gravier au bord de la route. Pauvre Monique. Sortant du véhicule, il ordonne à la jeune femme de cesser ses folies et de remonter dans la voiture. Mais Monique ne répond pas. Du sang s'écoule de sa tête et ses jambes sont secouées de spasmes. Oh, c'est pas bon, ça. Non. Paniqué, Roger se serait approché d'elle pour prendre son pouls. C'est là qu'il se serait aperçu que Monique était morte. Pris de court, Roger aurait déposé le corps de Monique sur la banquette arrière du véhicule. Il aurait ensuite conduit sur un petit chemin menant dans un sous-bois. Une fois loin de la route, il serait resté auprès de Monique, la suppliant de s'éveiller. Après qu'environ 1 heure se soit écoulée, Roger se serait résigné au fait que Monique ne se réveillerait pas.
Reprenant le volant, il dit au sergent Boisvert qu'il avait la ferme intention d'amener Monique à l'hôpital à Québec. Cependant, c'est en croisant le chemin menant à la sablière de Sainte-Thérèse qu'il aurait eu une autre idée, celle de dissimuler le corps de son amante. Ce qui est tout un thought process. Ah, il est tellement plein de marde. Oh, Je je peux vous pas- jure que j'allais l'aider, mais en chemin pour aller l'aider, j'ai décidé de pas l'aider. Mais c'est parce que je peux pas croire que tu te ramasses par hasard sur un chemin de bois très isolé qui mène à une sablière. Exactement. Oh non, par accident, j'ai dissimulé un corps. OK. Il l'aurait alors dévêtu et déposé contre une butte de sable et serait ensuite rentré chez lui en banlieue de Québec aux alentours de minuit. Ses enfants et sa femme étaient déjà endormis. Mais j'espère bien que ses enfants étaient endormis. Maudit père, c'est pas bon! Sa femme dormait, mais ses enfants couraient dans la maison. Il dessinait ses murs, ça n'avait pas de bon sens! Quelle maison dans le chaos total! Oh, Le lendemain, constatant que le siège arrière du véhicule de son ami était maculé de sang, il l'aurait nettoyé et aurait placé les vêtements de Monique dans le coffre arrière. Plus tard, il se serait rendu à Saint-Roch afin de rendre le véhicule à son ami. Au moment de lui remettre les clés, il lui aurait toutefois dit que des items se trouvaient dans le coffre arrière et qu'il viendrait les reprendre. À ce même ami, Roger aurait également donné 15 $ afin qu'il aille à la gare de Saint-Roch récupérer 2 valises et les faire disparaître. C'est ce jour qu'il aurait téléphoné à la police de Sainte-Thérèse pour les informer de la présence du corps d'une femme dans la sablière. Au sergent Boisvert, Demers déclare qu'il souhaitait que Monique ait des funérailles chrétiennes parce qu'après tout, c'était une bonne fille. Finalement, ce n'est que 4 ou 5 jours plus tard que Roger aurait utilisé un véhicule prêté par son employeur pour récupérer les vêtements de Monique et les abandonner dans un fossé sur une route secondaire près de Sainte-Catherine. Pris de remords, il aurait voulu déterrer le corps de Monique, mais en se rendant à la sablière, il aurait été interpellé par le propriétaire, Albert Haynes, qui lui aurait ordonné de quitter les lieux. Au sergent Boisvert, Roger admet que la mort de Monique l'arrangeait puisqu'il craignait qu'elle soit à nouveau enceinte de lui. Partie 4. L'autre Monique. Les policiers ont beaucoup de mal à croire la version des faits de Demers. Si Albert Haynes confirme avoir surpris Demers à rôder dans la sablière, ce dernier refuse de révéler l'identité de l'ami qui lui aurait prêté le véhicule avec lequel il aurait fait une promenade en compagnie de Monique. Suite à l'enquête du coroner qui a eu lieu en 1965, le procès de Demers pour le meurtre de Monique Charland s'ouvre à l'été 1966. Au procès, on apprend que Demers n'avait pas une, mais bien 2 amantes, et que les 2 s'appelaient Monique. À la barre des témoins, Monique Lacasse raconte avoir fait la connaissance de la victime alors qu'elles travaillaient toutes les 2 à l'hôpital général de Montréal. J'ai-tu écrit Montréal? De Québec, l'hôpital général de Québec, comme aide garde-malade. Elle aurait rencontré Roger Demers pour la première fois en 1963, alors que Monique Charland était enceinte. Selon Lacasse, Demers lui aurait dit être vendeur de machines à coudre et de chaudrons. Oh, mais c'est varié. J'aime ça, dans ce temps-là, tu peux juste vendre 2 items. Mais Complètement disparus. Je vends des chapeaux et des tableaux. il est tellement un gros mangeur de marde. Comme dirait mon grand Isaac de 3 ans. J'étais un petit peu fauché. Tu peux faucher. J'étais un petit peu fauché, présentement. Non, mais c'est tellement un gros mangeur de marde, sérieux. Ah oui. Quel tas de marde! C'est une grosse perte de temps, cette personne. Sa pauvre femme. Ouais. Ses pauvres enfants. Il y a comme pas tant d'informations à leur sujet non plus. J'ai l'impression qu'ils étaient pas très investis. Ben, j'espère qu'ils étaient pas investis. Le moins de temps qu'ils ont passé avec ce petit déchet humain, le mieux qu'ils s'en sont portés, je suis sûre. Et à de nombreuses reprises, Pauvre Monique. Demers aurait offert des lifts à Lacasse quand il allait porter sa conjointe au travail. Monique Charland remet éventuellement sa démission à l'hôpital, disant qu'elle va bientôt donner naissance et compte épouser Demers. Si elle ne voit plus son ami, Demers, lui, continue d'offrir des lifts à Monique Lacasse et lui demande éventuellement de sortir avec lui. Puisque Demers et Charland ne sont pas mariés, elle accepte. Ouais, mais il est marié avec une autre femme. Oui, mais ça, elle savait pas. Ah! Oh! Elle savait juste qu'il fréquentait Monique, que Monique est enceinte de lui, puis là, il est comme « Yo, 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 tu veux-tu me dater? » Puis elle est comme « Oui, ok. »
It's that time of year again, back to school season, and Instacart knows that the only thing harder than getting back into the swing of things is getting all the back-to-school supplies, snacks, and essentials you need. So here's your reminder to make your life a little easier this season. Shop favorites from Staples, Best Buy, and Costco, all delivered through Instacart, so that you can get some time back and do whatever it is that you need to get your life back on track. Instacart, we're here. Je sais pas si c'est quelque chose des mœurs de cette époque que j'ai de la misère à saisir, mais ça me sonne weird. Je sais pas, peut-être qu'il était vraiment bien équipé. On le saura jamais. Correct. Selon Lacasse, Monique Charland n'aurait toutefois jamais accepté leur relation. Je me demande pourquoi. Et les aurait souvent confrontés pendant leur rendez-vous. Une fois, alors que Lacasse était au restaurant avec Demers, Monique Charland serait entrée en trombe dans l'établissement pour engueuler le père de son enfant. La dispute se serait soldée après que Monique ait frappé Demers au visage. Une autre fois, tandis que Lacasse se promenait en voiture avec Demers, Monique Charland se serait jetée devant la voiture. Demers serait parvenu à l'éviter de justesse et Lacasse aurait ouvert la portière pour tenter de raisonner son ami. Charland en aurait toutefois profité pour s'engouffrer dans le véhicule où elle aurait utilisé tout le vocabulaire vulgaire et menacé son ancienne collègue de révéler à ses parents qu'elle fréquentait un homme marié et père de famille. Selon Lacasse, cette dispute aurait eu lieu 1 mois avant la disparition de Monique Charland. En avril 1964, quelques jours après la disparition de Charland, Lacasse aurait été rejoindre Demers dans un restaurant. Voyant qu'il avait le visage couvert d'égratignures, elle lui aurait demandé ce qui lui est arrivé. Ah! Demers lui aurait alors confié que c'était Monique qui l'avait frappé au visage, mais que selon lui, il l'avait bien mérité. Avec une bouteille de bière ou des defensive wounds? Elle dit juste qu'il y avait des marques au visage. Sacrement, Monique Lacasse, on a besoin de plus de Des détails! Monique! Aide-nous! Pour conclure son témoignage, Monique Lacasse informe le jury que lorsque le corps de Charland a été retrouvé, Roger lui a juré qu'il n'était au courant de rien. Partie 5. Les autres témoins. Puis, c'est à Madame Lorenzo Saint-Onge. Très beau nom. Comme Carlos Fréchette. Lorenzo Saint-Onge. Lorenzo Saint-Onge est un très bon nom, mais moi, c'est le fait que dans ce temps-là, Ouais. c'est ça. La Madame s'appelait pas Lorenzo Saint-Onge. Elle était mariée avec Monsieur Lorenzo Saint-Onge. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'avais tellement, parenthèse, pendant mon affaire des frères Pouliot, là, quand ils avaient tabassé leur voisin, Ouais. c'était comme... Et Madame Pierre Dion a dit au journal, et Madame Michel Dion a dit au journal, puis j'étais comme, j'aimerais vraiment se trouver leur nom, parce que je trouve ça un petit peu cave. Puis c'est ça, avec mes skills de généalogie, j'ai réussi à trouver leur nom, mais comme quand même, voyons, Ouais, ça c'est une habitude étrange. Là. Fait que Madame Lorenzo Saint-Onge, la chambreuse chez qui résidait le couple Charland-Demers, de témoigner. Celle-ci confirme que le couple avait loué une chambre chez elle du 10 janvier au 13 avril 1964. Demande-moi pas comment Fait Roger qu'ils habitaient partageait... ensemble? Ils habitaient ensemble. Demande-moi pas comment Roger partageait ses journées. Ah, parce qu'ils travaillaient en plus. Ouais. Ouais, j'avoue, ils étaient... Écoute, je sais pas, il devait avoir... Fait qu'ils habitaient déjà ensemble. Ouais, mais comme ils ont habité ensemble pendant comme ces 3 mois-là, je sais pas si c'est parce qu'il a comme décidé qu'il voulait retourner avec sa femme ou... En tout cas, c'est vraiment... Le timeline est vraiment étrange. J'ai essayé de comme reconstruire du mieux que j'ai pu, mais je comprends pas trop comment il partageait son temps. Là. Elle déclare ensuite que le couple avait l'habitude de se disputer et qu'elle avait souvent entendu des coups provenant de leur chambre, lui laissant croire que Demers battait Monique Charland. Tu sais, à l'époque, tout le monde tapochait sa femme, fait que si les gens sont comme « Oh, lui, il est vraiment violent », Je pense pas que tout le monde tapochait sa femme. Non. Je pense quand même que ça veut dire que c'était excessif. Oui, je pense que c'était peut-être quelque chose qui était plus... qui était socialement accepté, mais je pense pas que tout le monde tapochait sa femme pour autant. Non, mais... Moi, j'ai envie de croire qu'il y avait des bonnes personnes qui tapochaient pas leur femme dans ce temps-là. Mais c'est quand même mentionné à son procès qu'elle l'entendait souvent. Oui, je veux dire, lui c'est clairement un trou de pète, lui, c'est établi qu'il faisait ça, mais je veux dire, je pense... J'ose espérer... Qu'il y avait des gens qui aimaient leur femme. Oui... Madame Saint-Onge affirme ensuite que le 13 avril, Monique serait allée la voir pour l'informer qu'elle quittait la chambre et Roger Demers.
Elle avait ensuite supplié sa propriétaire de ne surtout pas révéler sa nouvelle adresse à son conjoint. Oh. Après avoir appelé à la barre des témoins la sœur de Monique pour confirmer que celle-ci avait bel et bien une valise rouge et une valise grise, je trouve ça un peu space de prendre quelqu'un pour ça. C'est pertinent, oui, c'est ça. On appelle à témoigner Monsieur Alfred Thomasin, un commis d'épicerie. Ça aussi, c'est un bon nom. C'est un très bon nom. J'aime le nom de famille Thomasin aussi, c'est le fun. Celui-ci se rappelle qu'au mois d'avril 1964, il a vu Roger Demers accompagné d'une jeune femme dans la vingtaine. Il affirme qu'après que le couple ait fait un achat dans son commerce, le couple aurait continué à pied sur la route menant à la maison du père de Demers, route sur laquelle se trouvait également la sablière Haynes. Plus tard dans la même soirée, Thomasin aurait à nouveau aperçu Demers, mais cette fois-ci, il était seul. On appelle ensuite à la barre des témoins Hector Demers, le père de l'accusé. Toi aussi, c'est un beau nom. Oui. Un vétéran, il déclare que Demers ne s'est pas rendu chez lui le soir où Monique Charland a disparu. Il dit aussi que son fils ne vivait plus chez lui depuis 2 ans et qu'il avait déjà rencontré Monique, mais Roger lui aurait dit qu'elle était sa secrétaire. Que son fils n'habitait plus chez lui depuis 2 Je sais, ans? moi Comment il a aussi, fait pour avoir 5 enfants? Moi aussi, ce détail-là me... Il habitait pas avec sa femme quand il a eu ses 5 enfants? Ben ça, ou lui puis sa femme, y habitaient chez son père, avec les enfants. Hein? Je sais pas, ça se peut. C'est... Mais Non, moi aussi, quand il a dit j'en reviens pas de son niveau de mangeage de merde. partie 6, goofballs, teinture d'iode, pas le temps de niaiser. Wow! OK. Wow! M'attendais pas à ça! L'avocat de Demers, maître Guy Bertrand, s'objecte à la déclaration que son client a faite au policier. Selon maître Bertrand, il est vrai que son client avait lui-même fait la demande d'entrer en contact avec un policier afin de se confesser. Toutefois, son client aurait par la suite rappelé le directeur de prison pour lui demander d'ignorer sa demande puisqu'il était alors sous l'effet des goofballs, soit une combinaison de barbiturique et d'amphétamine. What? What? Ça sort d'où ces affaires-là? Qu'est-ce qui se passe? OK, oui. Pour sa part, la couronne insiste que lorsque les policiers se sont rendus auprès de Demers, celui-ci n'a pas protesté et a livré sa version des faits de son libre arbitre. Demers rétorque alors, via son avocat, qu'au moment de faire sa déposition, il était sous l'effet de 7 goofballs, 20 aspirines et le contenu d'une bouteille d'iode. De la teinture d'iode? Comme de l'iode. Je pense que Keith Richards te regarderait de travers. Wow! C'est ça, j'allais dire, les beatniks peuvent aller se rhabiller. Que c'est tabarnouche. La couronne fait cependant appel à un médecin, le docteur Richard Autier, qui affirme que si Demers avait ingurgité une telle quantité d'iode, il aurait été hospitalisé pour des brûlures internes. La défense insiste toutefois sur le fait que Demers était sous l'effet des goofballs au moment de se confier aux policiers. Ben, il était peut-être sous l'effet des goofballs au moment de tuer Monique aussi, parce que je veux dire... I'm such a silly goose! Non, mais on parle... mais on parle pas beaucoup de ça, mais dans ce temps-là, comme les amphétamines, Oui. c'était comme quelque chose qui était vraiment répandu, puis ça a des effets vraiment très dangereux sur tes facultés cognitives et tout, là, c'est comme... Oui, ben, je pense qu'il y avait clairement de l'alcool aussi dans... Ben oui, il y avait une 15 de 24, il a pété une bouteille sur la tête. Oui. T'en rappelles pas? Ouais, mais la Tu l'as dit il y a 2 minutes! Oui, mais comme, je veux dire... Je pense que c'est quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool, puis qui avait aussi peut-être des problèmes de consommation. Il avait une vie assez particulière. Il perdait souvent sa job, mais... Mais ça faisait juste 2 ans qu'il habitait plus chez son père. Mais fun fact, il arrêtait pas de perdre sa job puis de revoir sa job. Parce C'était toujours la même job. C'est très en demande, les vendeurs de chaudron et machines à coudre. De machine à coudre. Comme le village au complet avait besoin d'une machine à coudre. Et d'un chaudron. Un bon chaudron. Moi, je suis un vendeur... Je sais pas à quelle fréquence tu remplaces tes machines à coudre. Moi, c'est ça ma question. Des chaudrons, peut-être. Peut-être tu vas brûler le fond de ton chaudron, là, tu vas en acheter d'autres, pis tout. Mais à un moment donné, c'est comme... Tu sais, c'est comme... c'est pour ça qu'ils ont fait l'obsolescence programmée, là. C'est parce que il y avait des affaires comme le monde qui vendait genre des frigères avant, ça durait comme 45 ans, là. Tu sais, t'achetais un frigo puis tu l'avais tout le reste de ta vie, là. C'est comme... Comment tu fais de l'argent dans une business de même? Des machines à coudre, ça pète pas souvent des machines à coudre. En tout cas. Je vends des lampes et des chaises. Ben ça, c'est correct. Je peux-tu m'asseoir dessus, me les casser, les chaises? On va les tester. Oui.
La défense insiste toutefois sur le fait que Demers était sous l'effet des goofballs au moment de se confier aux policiers. Selon Maître Bertrand, dans le rapport des policiers, il est indiqué qu'au moment de faire sa déposition, son client était joyeux, alors qu'en réalité, il était extrêmement déprimé par sa situation. Il ajoute également que lors de sa première arrestation pour agression sexuelle d'une femme atteinte d'une déficience intellectuelle, encore une fois, c'est moi qui ai utilisé ce mot-là, des policiers se seraient rendus dans la cellule de Roger Demers pour l'intimider et le forcer à admettre qu'il avait tué Monique Charland et lui aurait même craché au visage. Mhm. Ouais, on est dans ces années-là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'ai fait des recherches là-dessus pour mes livres aussi. Mais j'ai un blanc. Mais j'ai pas de date comme... J'avais trouvé, c'était à partir de quand que, comme dans les codes de procédure de la police, t'avais plus le droit de tabasser les suspects avec des bottins téléphoniques, puis j'étais comme, c'est pertinent. Mais c'était comme étonnamment tard, genre Ouais, peut-être ouais. les années 70-80, genre, en tout Ça cas. doit être ça, mais... Oui, ben moi aussi, j'y aurais peut-être craché l'en face, là, comme... Le dos des rails sur les amphétamines, puis comme sauvagement tué, puis cruellement abandonné une fille dans un pit à sable. Moi aussi, j'aurais craché l'en face. Et il a agressé une femme atteinte d'une déficience intellectuelle. Oui, mais c'est ça que je voulais dire depuis tantôt. J'étais comme, hey, je me disais, hey, j'aurais vraiment fait une bonne police dans ce temps-là, parce que j'aurais vraiment eu le goût d'y crisser un coup de bottin sur la tête, mais je pense pas que j'aurais fait une bonne police pour autant. Non, parce que t'étais une femme! Ben, j'aurais pas eu le droit. Ben, peut-être j'aurais eu le droit. En 64, j'aurais peut-être eu le droit Ah. de tenir une pancarte d'arrêt au coin de la rue. Possiblement. Peut-être. Mais J'aurais sûrement voté pas de pour tenir toi. une matraque parce que c'est un objet phallique. Ça, c'est non. Un gun, t'es-tu malade, esti? Extra phallique. What if mon utérus tire sa gâchette? On Pas sait jamais. Faut pas virer sur le top. Puis là, ben, je m'excuse, la conclusion arrive vite. What? Ah oui, c'était les procès de l'époque, c'était plus vite. Ah ouais, ok. Désolé. Conclusion, le 27 novembre 1966, après seulement 2 heures de délibération, Mhm, Roger Demers est jugé coupable du meurtre de Monique Charland. mhm. Dans un article poétiquement intitulé « Demers expira la mort de sa concubine », on apprend que le juge, Gérard Lacroix, condamne Nice. l'accusé à la pendaison le 24 février 1967. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il pendait le monde encore dans ce temps-là. Ah, je vais te t'updater là-dessus. Ouh! On indique que la cause a été portée en appel, mais j'ai malheureusement perdu la trace de l'affaire par la suite. Parce qu'ils l'ont pendu? Par contre, Ah! Demers n'a vraisemblablement pas été exécuté, puisque si la peine de mort au Canada n'est abolie qu'en 1976, les dernières exécutions légales ont eu lieu en 1962. Ah, j'ai dit ah comme si j'étais déçue, mais genre je suis pas pour la peine de mort, mais il y a des gens qui se méritent une claque de bottin, là. Mais non, c'était... Donc probablement que sa sentence a juste été étendue pour prison à perpétuité ou... Ben, comme, je l'espère pour les femmes de son entourage, là. Parce que clairement... Il avait l'air d'un danger public, cet homme-là. Ben, ça avait l'air d'un prédateur, là. 100%. Surtout pour son affaire avec son autre maîtresse qui s'appelait aussi Monique. Oui. Mais ça n'a pas rapport, mais je me pose la question depuis tantôt. Es-tu parent avec Tony Demers? Je sais, moi aussi, j'y pensais. J'étais comme, ben voyons. Parce que c'est aussi à Québec. Il venait aussi de Québec, non? Oui. Tony Demers, il venait de ce coin-là? Sherbrooke. Ah, il venait pas de ce coin-là partout. Je me rappelais qu'il venait de proche de Québec, c'est pour ça. Mais c'est un faux souvenir. Non, ça m'intéressait comme cas, parce que j'en avais comme jamais entendu parler de cette affaire-là. Puis je Non. trouvais ça intéressant. Mais comme, c'est de la grosse bullshit, son affaire. Son père habitait sur le chemin attenant au chemin qui menait à Sablière. Ouais. Ça... C'est pour ça qu'il savait qu'elle était là. Ça sent la préméditation! Ben, c'est ça. Ben là, il s'est pas ramassé là par hasard en chemin vers le commissariat de police, là. C'était ça le témoignage commis d'épicerie. Il les a Ben vus ouais. Ben ouais. sortir de l'épicerie, puis probablement qu'il a dit « On va aller visiter mon père ». Puis probablement qu'il l'a amené dans la sablière, qu'il l'a tué, puis qu'il l'a caché là. Quel est-ce craqué mental? Comme... Je comprends pas pourquoi il a inventé... Ah, mais non, l'histoire de la voiture, c'est clairement pour dire comme « Non, c'est elle qui s'est jetée en bas de l'auto, C'est ça, j'ai rien à c'était pas de voir. ma faute, moi j'ai juste caché le cadavre, mais... Ouais, comme, mais même non. à ça, cacher un cadavre, c'est pas légal. Non, cacher un cadavre, c'est pas légal, mais cacher un cadavre, c'est pas... ça encourt pas la peine de mort. Non, mais C'est juste un meurtre, un homicide au premier degré qui encourait la peine de mort dans ce temps-là. c'est ça. Mais je veux dire, même si vous êtes témoin, là, vous êtes assis sur
sur un banc de parc puis vous voyez quelqu'un se péter la face à terre puis mourir, ben si vous cachez son cadavre dans des haies, si vous allez être reconnu coupable d'outrage à un cadavre. Non, je pense pas Non, que c'est c'est pas outrage en outrage en cadavre, c'est complicité après le fait. Ouais, comme... Ça aurait une brush-up, mais connaissance du code criminel, C'était là! supposé d'appeler la police puis de dire qu'est-ce qui s'est passé. Ben, là, ça comme- dépend si, quand tu vois la personne qui se pète la tête puis qui meurt, avant de la mettre dans la haie, tu coupes ses doigts pour voler ses bagues. Ouais, Là, c'est ça, outrage à un... à un cadavre. C'est outrage d'un cadavre, honk! Puis après ça, c'est complicité après le fait. Fait que, comme, c'était pas... Il aurait pas mérité la peine de mort, c'était vraiment ça qui est arrivé, mais c'est absolument pas ça qui est arrivé, Mais parce yo, que ça- ça fait absolument aucun sens. C'est ça, c'était pas mentionné dans Allo Police parce que je sais pas à quel point il connaissait le code criminel, contrairement à moi, mais comme clairement, c'était pour ça que c'était ça sa défense, là. Ben oui, c'est pour ça que... C'est parce que dans notre petite sensibilité moderne, ça a l'air moins pire, mais au point de vue de la loi, c'est la différence entre tu te ramasses à Bordeaux ou tu te Ben, ramasses c'est pour ça que au bout d'une corde. Ben, c'est pour ça que son avocat, il arrêtait pas d'essayer d'insister, puis Ouais. pour te faire éviter la peine de mort, mais bon, la peine de mort était encore donnée, mais les gens étaient plus exécutés depuis 1962. Par contre, la peine de mort elle a été abolie en 1976, mais elle était encore légale dans l'armée. Pardon? Oui. L'armée... Es-tu encore légal aujourd'hui dans l'armée? Non, l'armée, Ok. c'est quelque chose comme C'était dans les années 90 qu'ils l'ont enlevé. Mais ça, c'est pour les crimes de guerre. Si tu passes devant la cour martiale, là. Non, mais comme exécuter des soldats. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est comme on va tort. dire que t'es au front, puis là, tu décides tu pètes une fuse, tu tires une balle dans la tête à ton sergent, mettons, il pourrait t'exécuter. C'est tort. C'est très tard, c'est juste parce que c'est pas une affaire qui s'applique aux civils, là, c'est pour ça C'est que... ça. Mais c'est ça disait qu'il a aboli en 1976, mais qu'elle était toujours légale pour l'armée. La même année que les Olympiques de Montréal. Exactement. Coïncidence? Je ne crois pas. Non, il voulait comme être genre, regardez, positif. Venez chez nous! Et on n'a plus la peine de mort! Yeah! On n'a pas le vélodrome, mais on n'a plus la peine de mort non plus. Hein? Hein? Pax Plante était... pas Pax Plante... Jean Drapeau. Jean Drapeau était comme « Yeah! Yeah! J'ai rien à voir là-dedans, mais yeah! » Moi, je pense souvent à... Tu sais, la joke qui circulait sur les internets. Moi, j'ai pas les bonnes expressions pour parler de ça parce que je suis vieille, tu sais. Mais sur les gars qui pensent à l'Empire romain. Oui. Moi, je pense vraiment souvent, depuis... Ça fait combien d'années? Sérieux, ça fait genre 4 ans que j'ai fait mon affaire sur le FLQ. Je pense tellement souvent à la photo de Jean Drapeau dans son sous-sol quand le FLQ avait mis une bombe dans sa maison. Puis il est juste comme... Il regarde son sous-sol tout explosé avec comme la tête basse un peu. Je pense souvent à ça. Ça vit run-free dans ma tête, Avec la photo de Jean Drapeau dans son sous-sol. Snoopy. Ouais, Mon sous-sol. tabarnak. Il était beau, mon sous-sol. Mon man cave! Qu'est-ce qu'elle va dire, ma femme? Mon beau man cave! Oh! C'est ça. Je pense souvent à ça. Jean Drapeau. Oui, c'est très original comme... J'ai des affaires qui vivent run-free dans ma tête, puis c'est pas trop... c'est pas clair pourquoi. C'est original comme Empire romain. C'est très original. Si vous aussi, vous pensez à Jean Drapeau dans votre Empire romain, vous nous écrirez pour nous le dire. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres pour un autre code Allo Police. Bonjour la police. Bonjour la police. Alors, si vous avez aimé ce cabotinage, et je tiens à m'excuser pour tout ce cabotinage, et ce manque de sérieux, j'espère que vous avez pas trouvé, chers auditeurs et auditrices, que ça manquait de respect pour la pauvre Monique. Je n'ai que du respect pour la pauvre Monique. Et je vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, @ un peu de crime, sur Instagram, @ un peu de crime dans ton café. On a aussi une boutique Etsy. On a plein d'affaires. On a plein de patates à gosse. Cherchez-nous. Allez sur Apple Podcast. Mettez-nous une belle évaluation de 5 étoiles et un beau petit commentaire pour nous dire à quel point que nos jokes sont intéressantes et que vous aussi vous pensez à Jean Drapeau quand vous vous sentez triste. Et maintenant, nous allons remercier nos patronnes! Nos Patreons! Oui, parce que nous avons nous sommes disponibles pour vous. On est disponible. On est disponible pour vous sur Patreon.
Sur Patreon, on offre plein d'affaires. On offre des épisodes bonus. On a des vidéos de dégustation de plein de patentes à thématique de café. On offre aussi un accès à notre communauté Discord, qui est comme la plus belle affaire qui a jamais existé sur l'Internet depuis Skyrock. Ça, c'était vraiment le fun. Mais depuis... Skyrim. Non! Skyrim, c'est pas sur Internet. Skyrim, c'est sur ma Xbox. Je connais la technologie. Juste la tienne. Juste la mienne, c'est juste moi qui ai accès à ça. Non, mais c'est ça, sérieusement, venez nous encourager sur Patreon. On a bien du fun et on va remercier maintenant nos Patreon. nouveaux Patreons. Merci, Oui. Sursaut. Et merci Marie-Michel Reynald. C'est vraiment beau comme nom de famille, Reynald. Oui, J'aime ça. c'est un prénom. Puis là, pour terminer, nous, on aime ça faire un petit peu de cabotinage. Tu sais, on le fait tout le temps, un peu de cabotinage, mais surtout en fin d'épisode, Oui, pour décrocher un peu. oui, parce qu'on vous raconte des histoires terribles et on veut pas que vous partiez la mine basse. Exactement. Fait que, est-ce que tu veux que je te raconte quelque chose ou tu veux me raconter quelque chose? Tu veux-tu me raconter... Je peux te raconter Craven the Hunter. Raconte-moi Craven the Hunter. Je me sens comme un enfant qui demande son Ouais. bedtime story. Raconte-moi Craven the Hunter, s'il Ben te là, plaît. je pense que c'est peut-être le plus populaire des films poches dont on va avoir parlé, Ouais. le plus connu. Craven de 8 Alors, il y a pas longtemps, j'ai écouté 2 films qui étaient épouvantablement mauvais, qui étaient nommés Craven the Hunter et Madame Web. Celui qui était le pire entre les deux était très clairement Madame Web, qui, en plus d'avoir absolument aucun bon sens et aucun intérêt, n'était pas divertissant du tout. Craven the Hunter n'avait aucun bon sens et très peu d'intérêt, mais au moins, ça avait l'air d'avoir été écrit par ChatGPT et c'était hilarant à quel point c'était niaiseux. Et il y avait Aaron Taylor-Johnson. Et il y avait Aaron Taylor-Johnson qui est bien cute. Oui, mais c'est parce que c'est pas... Tu sais, c'est pas ça le problème avec Madame Web. Tout le monde est bien cute dans Madame Web, là. C'est pas ça. C'est juste comme le film était dol. Donc, J'ai compris des critiques. Craven le chasseur. Oui. On commence quelque part en Sibérie dans un convoi de transport de prisonniers. Mon pays préféré. Ils arrêtent pour faire le plein chez Petro-Sibérie. Et pendant qu'ils font le plein chez Petro-Sibérie, là, après ça, ils sont comme « Ok, les prisonniers, vous pouvez aller vous dégourdir les jambes. » Puis là, ils vont marcher dans la neige un peu en Sibérie. C'est la nuit, tu sais. Ils font Le reste, bonhomme de ils les neige. comptent, puis là, ils sont comme 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il nous en manque un, esti où? Puis là, ils arrivent, ils sont comme « Hey, Bobinovitch » ou je sais pas quoi. I don't know names. Bon, fait que toi, viens-t'en, détenu numéro 1495, je sais pas quoi. Bon, viens-t'en avec nous. Puis là, il est comme « Oui. » Puis là, c'est Aaron Taylor-Johnson. Fait que nous, on sait que c'est Craven le chasseur. Ouais, Voilà. on sait. Et là, après ça, Craven le chasseur fait des choses qu'on fait en prison en Sibérie, comme des chin-ups, puis des push-ups. J'avoue puis, que quand j'étais en prison en Sibérie, se- c'est ça que je faisais. se chicaner avec son cellmate. Puis là, son cellmate est comme le dernier gars qui était ici, il a toffé 2 semaines. Puis là, l'autre est comme... c'est tout en russe, sous-titré, Ouais. of course. Commitment. Acting! Puis là, Acting! Craven lui répond, « Tu vas voir, moi, m'a tapé 3 jours. » Puis là, t'es comme, « Ah, ok. » Weird flex, Et là, ok. Au bout de 3 jours, Je suis Craven... mariée avec madame, je me rappelle pas de son nom, elle est terrible. hein. La femme de Aaron Taylor-Johnson dans la Oui. vie? Ah oui, avec Sam Oui. Taylor-Johnson. Parce qu'ils ont le même nom de... Ah, c'est vrai. Ils ont mixé leur nom de famille. Tu fais une phase de cringe. Oui, c'est parce qu'elle est très cringe, cette femme. Ben, cette femme est très cringe. Et elle a genre 30 ans de plus que lui ou un enfant Oui, de même. c'est ça qui est très cringe. C'est vraiment cringe. C'est un peu particulier. Possiblement beaucoup... On appelle ça du grooming. Du grooming, ouais, je voulais pas le dire. Mais donc, ok, non, revenons à Craven, Oui. ok? Craven est en prison. Ça fait 3 jours qu'il est là, exactement. Et là, il a attiré l'attention de tous les mobsters sibériens de la prison sibérienne. Ouais. En faisant ses chin-ups, probablement dans la cour. Ouais, parce qu'ils sont comme... Puis là, ils sont comme, I want a piece of that. viens-t'en nous parler. Puis là, quand il est dans leur cellule, là, il leur parle, puis il est comme, en fait, je ne suis pas le prisonnier Patentagos, je suis là pour toi! Puis là, il pointe comme un méchant mobster russe. Puis là, il fait comme, achik-chak, 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 achik-chak. Puis là, il tue tout le monde dans la cellule, puis là, il sauve! Puis là, après ça, t'as comme un gros plan sur comme son cellmate qui est comme, ha ha ha, il avait dit qu'il t'offrait 3 jours, mais c'est parce qu'il a break out de la prison sibérienne. Ha 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 ha. Là, les mots Fait que là, prank! Il court dans un champ. Tout ça, c'est avant. Ça, c'est pre-credits. Ouais. Là. Le film n'est pas commencé. Là, il court dans un champ, puis il va vers tu sais, les hélicoptères militaires, Ouais, que ça ouais. s'ouvre en dessous. Ouais, ouais. C'est ça.
Fait qu'il rentre là-dedans. Chopper. Il rentre dans le chopper, là, ça remonte. Puis après ça, sur la radio, c'est comme, ça s'est bien passé. Puis c'est comme, ah oui, tout s'est très bien passé. Et le mobster russe sibérien, il est mort. Puis là, c'est comme, merveilleux. Puis là, ça commence les credits. Puis là, tu te poses plein de questions. Par exemple, c'est qui l'a envoyé faire ça? C'est qui conduit le chopper? À qui parle dans le chopper? Et ce sont 3 questions auxquelles on n'aura jamais la réponse. Oh. Écoute, Fait que là, imagination. après ça, on a un flashback qui dure à peu près une demi-heure. Parce que, pourquoi pas, tu sais. Où on établit que Craven, le Hunter, s'appelle en fait Sergei Kravenov. Moins sexy. Un peu moins. C'est le fils de Russell Crowe, qui fait son meilleur accent russe pour être un leader de la pègre russe. Sure que c'est bon. Et là, dans le flashback, Sergei a comme peut-être 15 ans, il y a un petit frère de comme 13 ans, ils sont dans une école privée, quelque part, une petite école prestigieuse, le petit doigt en l'air en Angleterre. Puis là, ils sont comme « Ah, les frères Kravinov, vous êtes appelés au bureau de la directrice... » Puis ils vont là, puis leur père, le mobster, est là, puis il est comme « Nous allons à la chasse pour chasser des gros prédateurs, venez-vous-en, les enfants. » Fait que là, ils partent. Harvey Weinstein! C'est le milieu d'une journée, ben là, I wish! Non, c'est le milieu d'une journée, puis ils partent comme en limousine, puis là, ils sont comme, où est-ce qu'on s'en va, papa? Puis comme, on s'en va chasser dans le Serengeti, ou je sais pas quoi. Ils s'en vont en Afrique pour chasser un man-eating lion. Je pense que c'est ça qu'ils écoutent en limousine. I'll bless the range down in Africa. I'll bless the range. Mais non, fait, ils s'en vont en Afrique pour chasser un lion. Puis là, ils sont comme, mais pourquoi chasser un lion, papa? Puis il est comme, parce que nous, on est des chasseurs, puis on aime ça. Puis là, sa maison est pleine Parce que les hommes font tout sauf aller en thérapie. Puis surtout avoir plein de trophées de chasse dans ton manoir en Angleterre. Puis là, ils s'en vont là-bas, puis ils s'en vont là parce que je sais pas c'est quoi exactement qu'il y avait de travers dans le Peter Russell Crowe, mais il est comme c'est le temps, australien. c'est le temps, Sergei, que tu deviennes un homme, fait que tu vas venir avec moi dans le safari, puis aussi ton petit frère de 13 ans. Tu es Puis des animaux. on va aller dans le safari, mais en fait c'est pas un safari, ils s'en vont faire du braconnage, ils s'en vont chasser. Ouais. Bon. Fait que là, ils s'en vont là-bas, Je puis peux là, pas finir mon cours de maths. tout à coup, on est en Afrique. Là, il y a une petite fille. Ouais. Une petite fille africaine qui parle avec sa grand-mère africaine. Ouais. Puis là, sa grand-mère est comme, petite fille, avant que tes parents reviennent de leur voyage, j'ai besoin de t'expliquer quelque chose, car tu es une petite fille, mais tu viens d'une lignée de femmes très fortes. Comme moi, par exemple, je suis une sorcière. Et aujourd'hui, je te donne une potion qui est passée de génération en génération. C'est une potion qui peut ramener à la vie. Mais à quel prix? Oh! Puis là, on se demande si c'est du foreshadowing. Mais ça arrive littéralement 2 minutes avant que la potion devienne pertinente. Fait que je pense pas que ça compte. Je pense qu'il faut que tu fores beaucoup plus longtemps que ça pour que ça compte. Non, ça c'est juste du exposition. C'est juste du exposition. Mais tous les dialogues sont juste du exposition sans arrêt. Tu sais, c'est Russell Crowe, il ramasse ses fils, puis là, c'est comme « Ah, mon fils de Sergei et aussi mon autre fils qui s'appelle, je sais pas, genre Dimitri, parce que c'est des Russes, tu sais. Patente à gosser. Depuis que votre mère est morte, je vous ai placé dans cette école de riches à côté de laquelle nous avons notre manoir de pègre de la Russie. » Puis je suis comme « OK, non, tout est du exposition. Ils font juste nous expliquer ce qu'il faut qu'on sache. » Fait que là, la scène après la petite fille avec sa potion magique. Je sais pas pourquoi. Sergei, il se ramasse tout seul dans un bout de l'Afrique avec son frère. Puis là, tout à coup... Ça, c'est un bruit de lion. Wow. C'est bon, hein? Oui. Rawr! Wow. Fait que le lion, il arrive à côté de lui. C'est le man-eating lion! C'est lui qui venait chercher. Là, il saute dessus. Il le mord. Puis là, son frère est comme « Non, Sergei! » Puis là, son père arrive. Puis il est comme « Ah! » Puis là, il essaie de tirer le lion. Mais là, le lion, il se sauve avec Sergei. Il l'amène dans le bush. Non, mais il l'amène plus loin dans sa bande. Comme un des siens. Non, parce qu'il finit par mourir, le lion. Mais là, le Sergei, il est comme dans un buisson. Puis la petite fille, elle arrive, puis elle est comme « Oh non, un jeune garçon blanc. Je vais lui donner ma potion qui ramène à la vie. » Fait que là, elle y mort? Non, mais il est en train de mourir. Fait qu'elle lui Okay. donne sa potion qui ramène à la vie. Puis là, il se fait trouver par son père. Là, il se fait Ok. évac. Là, il est dans un hôpital en Afrique. Là, ils sont comme « Ah, tu es chanceux, Sergei, qu'on t'a retrouvé, car tu n'es pas mort, même si tu t'es fait attaquer par le man-eating Tu es lion. chanceux car Et tu n'es pas mort. maintenant, tu vas rester un peu dans cet hôpital où nous allons te soigner. » Puis c'est comme « Merci, Dr. Exposition, de m'avoir expliqué tout ça. » Et là, après ça, c'est pas du tout établi, aucunement, c'est quoi les pouvoirs qu'il développe, quand est-ce que ça se développe, aucunement établi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné,
il parle avec son père. Puis il est comme « Papa, je suis tanné que tu es un mobster. Je n'aime pas que tu es dans la pègre parce que tu es un monsieur de la pègre russe. Cesse! Moi, je ne serai jamais comme toi. OK? Cesse! Moi, je vais faire des bonnes choses dans la vie. » Puis là, son père est comme « Si tu n'aimes pas ça, quitte cette maison. » Alors, Sergei quitte la maison. Et Sergei se ciao-bye de la maison jusqu'en Sibérie. Il est en Angleterre. Il s'en va jusqu'en... Puis c'est des Américains. Vraiment Ça n'a pas rapport. là. Après ça, lui, y a-tu un accent british? Je m'en rappelle même pas. Il doit avoir un accent british. Mais je suis comme même pas convaincue qu'il y avait un accent british. Mais c'est vraiment pas clair leur nationalité parce que c'est des Russes, mais son frère habite à Londres après. Puis bon. Fait que là, ils se chauffent jusqu'en Sibérie où est-ce que leur mère est morte. C'est parce que leur mère était morte, fait que leur père les avait mis dans une école, ben là, on s'en rappelle. C'est dans la scène d'Exposition avant. Ouais. Puis on apprend que sa mère, elle vivait dans une espèce de dôme géodésique, là, comme il y avait dans le Fire Festival, dans le milieu de la forêt en Sibérie. Puis là, il va là. C'est pour ça qu'elle est morte! Puis là, il va là. Puis là, tout à coup, on skip 15 ans. Fait que là, on est rendu dans le temps présent. Là, Craven est revenu de sa mission où est-ce qu'il tuait quelqu'un dans le bois. Puis là, tu vois qu'il a tout rénové son dôme géodésique. Puis ça a comme l'air du lair de Batman. Puis là, il nous apprend en Exposition que lui, il chasse des méchants. C'est Craven, le chasseur de méchants. C'est qui les méchants? C'est quoi ses pouvoirs? Pourquoi il... Qu'est-ce qui se passe? On le sait pas. Mais là, après ça, une autre scène qui coupe. La petite fille avec sa potion est devenue une avocate à Londres. Et elle Witch. parle pendant... Une avocate sorcière. Une avocate sorcière à Londres. Et là, elle est en train de faire un eulogy parce que son amie est morte. Oh et elle non. est comme... Mon amie est morte et elle était une avocate. Et elle s'est fait tuer. Tout le monde le sait. À cause du Russian mobster que Craven a tué au début. Mais le système de la justice ne fonctionne pas comme il faut. Et je le sais, car je suis une éminente avocate. Et aussi, je regrette d'avoir utilisé ma potion qui ramène à la vie un petit gobelin random quand j'aurais pu ramener ma meilleure amie. Ben, lol, j'avais même pas pensé à ça, tabarnak. C'est un autre plot hole. J'ai Bon, gaspillé ma Elle, potion. elle fait ce beau là. eulogy et ensuite tout le monde quitte le cimetière et elle essaie de partir quand elle est accostée par Craven the Hunter qui est comme « Bonjour, tu ne te rappelles pas que je suis qui? » Et elle le coupe tout de suite et elle dit « Je me souviens très bien tu es qui. Je t'ai sauvé la vie, mais que fais-tu ici? » Et il dit « J'ai besoin de toi parce que moi je chasse les méchants et j'aimerais ça que tu m'aides à chasser des méchants. » Mais c'est toi le hunter, pourquoi t'as besoin d'aide? Parce qu'il a besoin d'aide, OK? fine. Puis là, elle est comme, mais moi, je ne fais pas ça, chasser des méchants, car je suis... Puis là, il la coupe, il est comme, une des plus grandes criminalistes de la ville. Puis là, elle est comme, oui. Il dit, je sais où tu travailles, je t'ai retrouvé, car je suis un chasseur, et ma job est chasser des gens. Pour vrai, ça n'a pas de sens, ce film, ça n'a aucun sens. Après ça... Il va voir son frère. Là, ils établissent dans l'exposition, OK? Il s'en va dans un bar avec son frère. Puis là, son frère est comme « Merci, Sergei, d'être venu pour ma fête, car tu me visites une fois par année à mon anniversaire depuis 15 ans que t'as fait ta fugue de notre maison. C'est pour ça Puis que là- je porte un petit chapeau conique sur ma tête. Voilà. C'est ma fête. Attends, je vais t'en mettre un à toi aussi avec le petit élastique. Fait que là, il dit « Oui, merci, mon frère Dimitri. Je suis venu te voir, mais tu sais, je n'aurai jamais une vie normale, car je suis Craven, le chasseur qui vit dans un dôme géodésique en Sibérie. » By the way, bonne fête! By the way, bonne fête. Et là, son père se pointe et il est comme « Sergei, je ne t'ai pas vu depuis des années, depuis 15 ans que tu as fait ta fugue, mais je suis content de te voir ici. » Et là, bon, de fil en aiguille, là, t'apprends, à travers le flashback pis tout, qu'il y a un autre mobster qui se transforme en rhinocéros. qui est l'ennemi de son père et l'ennemi... Attends, il se transforme en rhinocéros! Il y a un autre mobster. Mais t'as jamais établi qu'il y avait comme du fantastique là-dedans? Qu'est-ce que tu penses? Oui, mais il établit ça à un moment donné parce que je me rappelle pas ce qui se passe avec lui, mais il y a quelque chose qui est comme il y a un accident, puis là, il sauve en... il sauve en le transformant en rhinocéros. Ça, c'est... Pour vrai! Fait à cause de ça, il est toujours comme il y a un sac à dos pis il est plugué sur quelque chose. Pis là, quand il se déplugue de son sérum, il se transforme en rhinocéros. C'est super. Pis ce gars-là était le patron du mobster qui s'est fait tuer en prison par Craven the Hunter, mais c'est aussi l'ennemi juré du père de Craven the Hunter, le mobster. Fait que ce gars-là, un rhinocéros guy, travaille avec un autre gars qui a des pouvoirs magiques. Il s'appelle
genre The Foreigner ou comme The Outsider ou une affaire comme ça. Foreigner, Et son pouvoir magique, c'est qu'il te regarde, puis là, il te dit, il enlève ses lunettes, puis il est comme, 1. Puis là, le temps ralentit. Puis il continue à compter au ralenti. 2. Puis là, lui, il bouge à une vitesse normale, mais toi, t'es toute figée. 3. Puis là, ça revient à la réalité. Puis là, il a fait plein d'affaires, là, il t'a tiré dans la tête 3-4 fois, puis t'es comme, oh! Il contrôle le temps en disant 1, 2, 3, puis en enlevant ses lunettes. Puis là, lui travaille pour le mobster rhinocéros. Et ils décident ensemble de kidnapper le frère de Kraven the Hunter pour réussir à attirer Kraven the Hunter pour chasser le chasseur et le tuer. Et ils ont réussi à savoir que c'était lui qui avait tué le mobster en prison parce que en prison, il y avait des caméras de sécurité. Le mobster, il avait accès à ça. Puis sur les caméras de sécurité, ça montrait la face de Kraven the Hunter, puis il y avait un système de reconnaissance faciale qui a reconnu sa face, puis ça fait comme... Puis c'était écrit comme 93% match. Kraven the Hunter! Kraven the Hunter, pour vrai! C'était écrit ça! Puis là, c'est comme, je suis le meilleur chasseur de tous les temps et personne sait je suis qui, sauf ce logiciel de reconnaissance faciale. Mais, pour une raison quelconque. Mais Kraven chasse des méchants, fait eux, ils sont des méchants, fait que Kraven peut déjà les chasser, ils n'ont pas besoin. Non, mais après, il a besoin de l'aide de la petite fille de la sorcière. Il l'amène avec lui dans le dôme en Sibérie, puis il y a une scène où c'est pas du foreshadowing, c'est vraiment de l'exposition. On apprend que, parce qu'il monte à un moment donné son attirail de toutes ses armes, tu sais, c'est vraiment comme un lair de Batman, c'est super random. Puis il est comme, check toutes mes guns! Puis elle est comme, yo! Un arc à flèche! Moi, je suis bonne dans les arcs à flèche, je faisais de l'arc à flèche quand j'étais, tu sais, je faisais de l'archery quand j'étais dans les camps de vacances, quand j'étais petite. Puis il est comme, ha ha ha, c'est le fun, I wonder if that will be useful in a second. Puis là, 2 secondes après, le Foreigner arrive en chantant I Wanna Know What Love Is et il essaie de tuer Kraven the Hunter et personne n'est capable de l'arrêter, le Foreigner, parce qu'il a son pouvoir magique qui enlève ses lunettes puis qui ralentit le temps. Puis il chante Jukebox Hero. Puis il chante Jukebox Hero, mais pendant ce temps-là, quand il enlève ses lunettes puis que là, il peut, tu sais, prendre le temps de assess the situation puis voir s'il y a des threats ou whatever, il ne remarque pas la fille qui le vise avec une flèche puis son arc à flèche et qui lui tire une flèche dans la tête ou je sais pas quoi. Fait qu'elle le tue pour sauver Kraven the Hunter. Et ensuite, il retrouve le petit frère de Kraven the Hunter et il tue le méchant rhinocéros. Et après, tout est bien qui finit bien. Sauf que, là, on passe à 1 an plus tard. On apprend que Russell Crowe est mort dans des circonstances mystérieuses. Il est mort attaqué par un grizzly en Sibérie. Et là, il y a un détail que j'avais oublié de te dire qui tie everything together. Quand Kraven il avait 14 ans puis qu'il était rendu en Sibérie pour la première fois à chercher le dôme de sa mère, à un moment donné, il y avait genre des caribous qui fonçaient sur lui. Ça arrive. Puis là, les caribous ont comme reconnu qu'il était un animal comme eux. Et là, ils ont comme arrêté de stampeder vers lui. Puis là, t'as compris que comme Kraven the Hunter communique mentalement avec les animaux. Fait que là, on apprend à la fin que ben c'est lui qui a communiqué mentalement avec un grizzly pour qu'il tue son père. Puis là, à cause de ça, son frère est devenu la tête de l'empire de la pègre. Parce qu'apparemment, c'est héréditaire. Ce qui est une affaire qui arrive, mais une affaire qui arrive pas tout le temps. Mais là, il est devenu un nouveau mobster. Puis là, Kraven est comme, je ne pense plus que je peux être ton frère, car maintenant tu es méchant. Et c'est le contraire de tout ce que je stand for. Puis là, son frère est comme, mais pourquoi es-tu tellement hypocrite? Dans le fond, tu aimais notre père, et on sait pas. Et là, c'est comme, va donc dans notre vieux manoir de l'Angleterre voir ce que notre père nous a légué. Fait que là, il va dans le vieux manoir de l'Angleterre. Ça, c'est la fin du film. Pay attention, this is the end of the movie. Oui, j'écoute. Puis là, il arrive, là. Puis là, il ouvre des cales. Puis là, il voit que son père avait fait tuer le Man-Eating Lion qui a failli le tuer, tu sais. Ouais. Puis il avait mis sa tête sur le mur. C'était un trophée de chasse, là, pendant comme tout le film, là. Ouais. Puis là, il a utilisé la peau pour faire un gilet à Kraven the Hunter. Fait que là, pour aucune raison, à part tie-in avec le look du personnage dans les BD de Marvel, il enlève son chandail, puis il met son gilet en poil de lion, puis il s'évache dans un trône pour montrer ses abdos. Puis le film finit de même. Puis ça, c'est le look du personnage, parce que le personnage est un très, 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 très minor villain de l'univers de Spider-Man. Fait qu'à la fin, il fallait un tout petit peu tie-in ça à Spider-Man. Puis là, le film est fini. Tada! J'ai genre 1000 questions. Il y a tellement rien qui fait du sens. C'est quoi le rapport qu'elle soit une sorcière?
Ben, je sais pas, parce qu'on la revoit plus jamais, la madame. Puis le monsieur Rhinocéros, c'était vraiment le fun. Et le monsieur Rhinocéros avait une fille qui était une hacker qui travaillait pour lui, puis c'est elle qui a le logiciel de reconnaissance faciale qui reconnaît Kraven the Hunter. Hunter. Craven the Hunter. Craven the, même s'il vit off the grid dans son dôme géodésique, je comprenais pas comment. Moi, je me suis demandé quand on l'a vu, quand il était comme adulte, tu sais, le dôme, quand on l'a vu genre 15 ans plus tard, comment il a fait pour amener dans le bois des matériaux. Il est dans la toundra. C'est où est-ce que t'es allé acheter le nécessaire? Amazon. Pourquoi il y a de l'électricité dans son dôme? Amazon. Des plaques solaires qu'il a achetées sur Amazon. Fait que, ouais, non, ça fait pas beaucoup de bon sens, mais honnêtement, c'est tellement mal écrit que ça en valait vraiment la peine. Parce que pour vrai, si tu comprends pas ce qui se passe dans tous les dialogues, ils vont te résumer tout. C'est un peu comme dans District 31. Ouais. Quand, comme 80 fois par épisode, il te rappelait comme « Ah oui, c'est le petit Bobby Chouinard qui a été kidnappé par l'autre méchant dans le parc. Oui, c'est lui, c'est petit Bobby Chouinard. Oui. Le fils de Maman Chouinard. » C'est comme... Non, mais il faisait ça à tous les dialogues dans District 31. Ben, il faisait ça dans le film. Pendant 2 heures de temps. Oh, mais c'est un film! Pour vrai, c'était épouvantable. J'ai rarement vu un film mal écrit de même. Hey, c'est ça de travailler pour Marvel. Tu pourrais t'asseoir sur un clavier puis tu sais que tu vas faire de l'argent. Ben, en fait, ça, c'est Sony, parce que c'est l'affaire qui a comme acheté les droits de Spider-Man, mais comme juste Spider-Man. Puis là, ça fonctionne pas bien. Puis là, ils ont comme tiré la plug des... Après Madame Web, apparemment, ils ont tiré la plug des futurs films de l'univers de Spider-Man, parce que c'était comme trop terrible. Fait que, ouais, ça valait la peine, hein. Ça, là, on est rendu à genre 2 heures de temps juste à ce que je te raconte Kraven the Hunter. On a trouvé la limite des fans de Marvel. C'était ça. Bon, ben, merci, merci, Hunter, Kraven the...
Hi, it's Maddie from After Dark, Myths, Misdeeds and the Paranormal. On the most terrifying places in America, travel with ghost hunters, psychics and historians as they uncover the chilling truth behind America's paranormal hotspots. From a haunted hotel in New England to a Texas warship where the dead still walk the decks. It's a podcast that's part cross-country road trip, part ghost tour. Listen to Most Terrifying Places in America wherever you get your podcasts.